Bonjour, ici Robin Mayotte et bienvenue à... Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. La Minute NAC et aujourd'hui je te parle des gaufres Ultra Énergie. Je m'en suis jamais caché, c'est mon gros coup de cœur depuis que c'est sorti. Puis dans mon expérience, quand l'estomac fait des siennes puis qu'il n'y a plus rien qui rentre, les gaufres de NAC y rentrent encore. Quand j'étais jeune et fou, là, ça fait longtemps, ça m'est arrivé de mal gérer ma nutrition, d'avoir mal à l'estomac puis de plus être capable de manger. Même quand je me rendais là, je pouvais compter sur les bonnes gaufres de NAC. Puis c'est même pas une joke, à 16 grammes de glucides pour 140 calories, tu te poses pas de questions puis t'en manges comme tu veux pendant tes longs efforts. En plus, ça vient en 6 saveurs, toutes meilleures les unes que les autres. Question de jamais cette année du goût. Il y a vanille, caramel salé, chocolat, sirop d'érable, fruits rouges et le petit nouveau, citron. Puis ça se vend même en pack variété pour goûter à toutes. Je t'ai convaincu, va sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 258 de Pas sorti du bois avec un revenant. On a eu une partie 1 de cette discussion-là avec à peu près le même monde devant nous en janvier dernier. Et là, 11 mois plus tard, 10 mois plus tard, je suis pas bon en maths, on est de retour avec une grosse partie des cute avec Robin Mayotte pour une part 2 d'un épisode qui a été assez mythique, je le disais avant de commencer à enregistrer. C'est littéralement l'épisode dans l'histoire de Pas sorti du bois pour lequel j'ai reçu le plus de messages. Et c'était presque tout le temps positif. Non, c'était toujours très positif. Les gens, je pense, sont tombés sous le charme de toi, de cette belle moustache, mais surtout de tes belles anecdotes. Robin, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yannick. Je pense que c'est jamais arrivé à une part 2 aussi rapide dans la même année. J'ai fait de la place, j'ai tassé plein du monde pour que tu reviennes au podcast. Non, je blague. On est dans un événement cute, c'était les Racines pourries, qui est une remise de prix très importante dans le trail québécois. Les Racines d'or, c'est pour tout le monde au Québec. Les Racines pourries, c'est pour tout le monde des cute. Ça a été très le fun. René, Mathieu et toute la gang qui a organisé ça. Merci, c'était divertissant. On est au Faux Mouvement, on les salue. Merci à Étienne qui est venu ce matin très tôt ouvrir pour qu'on set up les micros. On est parti courir un pace pas d'allure beaucoup trop tôt et on a fini ça ici pour les Racines pourries. On a souligné la fête à Jade Morissette. Es-tu là, Jade? Elle est partie, qui a gagné plein de prix. Salutations à Jérôme Saint-Amand qui a gagné beaucoup de prix lui aussi. Les coteries. Celles qui écoutent connaissent pas Jay Saint-Amand. Il m'a serré la main tantôt. Il a accepté officiellement une invitation à Pas sortir du bois. Fait que gang, ça va arriver. On va avoir Jay Saint-Amand au podcast. Je sais juste pas si le monde est prêt pour ça. Non. Puis je pense que c'est correct comme ça. Ça sera une surprise. Peut-être qu'il va battre ton record du nombre de commentaires qui suit un épisode. Oui. On dit beaucoup de niaiseries, mais Robin, je suis très content que tu sois là parce que à cet épisode-là, je vais dire le chiffre pour que les gens puissent aller l'écouter. Je l'ai pas noté. 224 était venu nous jaser, puis tu nous avais parlé de ce développement-là, de la course, comment tu t'es mis à courir, comment tu t'es mis à faire des plans de pas d'allure, comment l'influence de beaucoup de personnes qui sont ici ont mené à ces plans de pas d'allure-là. Et ça s'était fini avec, t'avais mentionné que 2025, c'était le Bigfoot. Ouais, exactement. T'as fait le Bigfoot 200. Tu l'avais name-droppé dans l'épisode, t'avais dit publiquement, je m'en vais faire le Bigfoot. Ouais. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore écouté l'épisode 2024, 224, c'était quoi la prémisse du Bigfoot? C'était pas le plan initial de cette année. Hein? Non, pas du tout. Ça, la dernière fois que tu m'avais invité, c'était principalement pour parler du l'UTCC 170, qui est une course incroyable. Finalement, on avait passé par 1000 chemins. Ça avait pris 1 heure avant qu'on commence à parler de la course. On va essayer de faire ça plus condensé aujourd'hui. On a un deadline. Mais oui, puis comme après l'UTCC, il avait été pigé pour faire le Bigfoot 200, qui était une course à Washington aux États-Unis, qui a une pige. Fait que quand tu t'inscris, tu le sais pas d'avance si tu vas être pigé ou non.
Puis moi, mon plan, c'est de le faire dans 2 ou 3 ans, mais tu le sais pas. Puis si tu veux le faire dans 2 ans, t'es mieux de commencer tout de suite, vu que c'est un système de loterie avec des étiquettes. Si tu t'inscris là, ben ça se peut que ça prenne 2 ans avant d'y aller. Finalement, j'avais été pigé la première année. J'ai appris dernièrement, ils ont sorti les stats de l'année passée, puis t'avais comme une chance sur 4 d'être pris avec un ticket. Fait que c'était quand même mon gamble était bon, mais j'ai été pris une année. Fait que j'ai été pigé, je pense, peut-être une couple de semaines avant que je passe au podcast. Là, j'avais annoncé, oui, c'est ça, tu sais, l'année prochaine. D'habitude, j'aime ça. C'est pas m'inscrire à rien trop d'avance, mais là, vu que c'est une loterie, tu peux pas décider un mois d'avance à t'inscrire. Anyway, ça demande de la préparation long terme un peu, là. C'est ça. Fait que oui, j'avais été pigé, puis là, c'était comme mon plan, c'était le fun. Avant même de l'hiver, je savais déjà c'était quoi l'année prochaine. Puis ça simplifie tellement la tâche, on dirait, de le savoir d'avance, parce que tout le reste de l'année, tu t'entraînes, puis tu te dis, OK, ben qu'est-ce que je fais là? Ça aide-tu? Ça m'approche-tu de mon but ou non? Fait qu'après ça, t'as juste à toutes tes décisions avec une seule course, c'est assez simple, là. Est-ce que ça m'approche de finir la course ou non? Si oui, je le fais, sinon je le fais pas. Fait que ça simplifie la chose pas mal, là. Bigfoot 200, pour ceux celles qui connaissent moins, c'est quoi cette course-là? C'est où? C'est comment? C'est long comment? Ouais, c'est Bigfoot 200 pour 200 000. Fait que c'est 320 km. 320 kilos avec à peu près 12 000 mètres de D+. Fait que pour le monde du Québec, là, ça ressemble à peu près à 2 QMT 100 000 quand ça l'était. Quand ça existait, malheureusement, qui n'existe plus. Ça va faire l'aller-retour du QMT 100 000. Ouais, à peu près. Moins technique, évidemment, mais en tout cas. Puis c'est ça, c'est une course à Washington, aux États-Unis, c'est dans les Cascade Mountains qu'ils appellent, là, c'est comme des super belles montagnes, il y a des volcans, il y a comme plein de lacs alpins, c'est un vraiment beau coin. Donc c'est à la côte ouest des États-Unis. Fait que pour moi, c'est la première fois que je sortais du Québec. Toutes les courses que j'ai faites, j'avais disons Saguenay, QMT, Gaspésia, toutes les courses Bromont aussi au Québec, mais là ça me sortait, qui ajoute tout un lot de logistique là, surtout quand t'impliques un crew puis tout, faut que tu penses à les déplacements, les autos, les locations. Pour ben des coureurs, c'est rendu routine, ils sont bons là-dedans, mais pour moi, c'est la première fois que je faisais ça. Fait que c'était comme à la fois un step de course, mais un gros step logistique de comme, tu sais, j'amène un crew, je veux m'arranger pour que ce soit le fun pour eux autres, puis tout aille bien. Fait que ça ajoute tout ça, mais c'est le fun, là. Moi, j'ai aimé ça. Là. Il y a des paramètres de plus quand justement tout ça se fait dans un endroit que tu connais pas versus au Québec, t'as ta propre voiture que tu traînes là-bas, là, c'est d'autres choses. Tu disais, t'avais pas expliqué à ce premier épisode-là pourquoi t'avais choisi Bigfoot, parce que tu disais, je voulais essayer ça le 200 miles après avoir fait quelques 100 000. Ouais. C'était un plan, tu viens de le dire, c'était un plan pour dans quelques années, finalement c'est arrivé cette année, mais il y en a plusieurs au States, on s'entend, il y en a plusieurs par cette organisation-là qui fait le Triple Crown. Exact. Pourquoi Bigfoot plus qu'un autre? Ouais, ben le Bigfoot, moi j'étais tombé sur une vidéo d'un gars qui le courait puis qui filmait là, et c'est quand même populaire les 200 000, le monde traîne des GoPro puis filme une bonne partie. J'avais comme regardé basically c'est comme un film d'1h20, c'est juste des shots de GoPro à travers les montagnes, puis c'est tellement beau. Moi j'aime ça aussi beaucoup le dénivelé, j'aime ça la forêt. Puis souvent les 200 000 aux États-Unis, vu que c'est super long comme distance, le monde on se souvent plus dans des régions un peu plus désertiques parce que les trails sont plus accessibles. Tu sais, t'as souvent des gros sentiers de trail qui font des longues distances juste parce que t'as pas besoin de défricher du bois pour faire la trail. Ah ouais. Mais moi, je suis pas un gars de désert, là. J'aime ça le bois, j'aime ça les montagnes, fait que je suis plus allé vers ça. Il y a d'autres options, là. Il y a le Divide 200 au Canada aussi, mais je pense que la date limite pour s'inscrire était passée, ou je me rappelle plus trop pourquoi, mais le Bigfoot en tant que tel, c'est comme en tête la plus belle course avec une bonne quantité de D+, des paysages incroyables. Puis aussi pas de désert que on dirait ça me tente pas de, je sais pas, personnellement ça m'intéresse pas courir dans le désert au soleil là. Ouais. Fait que j'étais tombé dans cette course là, ouais, exact. Là t'es en janvier, tu sais que tu vas faire ça au mois d'août. Comment on planifie une année? Tu nous avais expliqué au premier épisode, j'ai l'air de sauter vite sur des parties parce qu'il y a une partie 1 à l'épisode 224 où tu nous expliques ton approche du sport, comment tu planifies tes choses, comment tu t'es développé comme coureur à travers les distances, t'as fait tes devoirs, t'as fait ça une étape à la fois, tu t'es rendu jusqu'au 100 000 au Fjord du Saguenay, 100 000 UTCC, j'ai l'impression pour des gens qui visent le 200 000, c'est peut-être un bon step entre faire un 100 000, je vais dire normal, on s'entend, c'est 160 km, c'est jamais normal, mais toutes les 100 000 se font, mettons, entre 18 et 30 heures. Ouais. Puis t'as l'UTCC qui est une autre bébite. T'as-tu trouvé que ce step-là, entre un 100 000 régulier puis un 200 000, avait du sens? Ça a vraiment du sens parce que, moi, j'imagine, chaque fois que tu augmentes de distance, j'imagine que t'as des nouveaux défis qui arrivent. Si tu cours un 5 km, c'est juste, t'es-tu capable de souffrir beaucoup dans pas beaucoup de temps, puis de pousser. Puis après ça, chaque fois que tu montes de distance, quand tu montes dans un ultra, là, faut que tu gères faut que tu gères ton énergie mieux, ta nutrition. Après ça, tu montes un 100 000, ben là, ta nutrition devient encore plus importante, plus ta gestion de course vu que c'est super long, tout. Puis après ça, dans ma tête, les 200 000, la coche entre un 100 et un 200, c'est vraiment le sommeil. Que là, tu vas tomber dans une zone, tu sais, que t'auras pas de sommeil, là, faut que tu gères quand est-ce que tu dors, comment tu dors, tu peux bien le faire, tu peux perdre du temps à essayer quand ça marche pas. Puis les chic-chocs, c'est tellement long que t'as le même défi-là. Fait que
moi qui avait pas tant d'expérience que ça, tu sais, c'était mon deuxième 100 000, c'est mon premier 200 000. Je me sentais déjà confiant parce qu'au Chic Choc, ça avait pris 40 heures, puis il avait fallu se poser la question. Je me rappelle un moment que je me suis dit, OK, ouais, là, ça marche pas, là, tu sais, je commence à tomber dans la lune puis à accrocher mes pieds puis tout, fait que là, faut que je dorme. Puis ça avait fonctionné, fait que j'avais déjà au moins une petite idée de comment ça fonctionnait, fait que je pense que c'est ça, au moins, ça se ressemble pas trop parce que souvent les 200 000 aux États-Unis, c'est plus roulant, mais ça ressemble dans les, en temps, là, il y a pas une si grosse différence, on tombera là-dedans tantôt avec le Bigfoot, mais ça tombe que c'est la différence de temps entre l'UTCC 170 puis Bigfoot, ça a pas été x2 pantoute, là. Faut juste que tu performes crissement sur ton 200 000. Puis c'est le cas, on y reviendra. On pourra même nommer des noms de gens que t'as battus. Ça va juste être gêné tantôt. Ça reste que, je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Puis Aurélien, il est-tu là, Aurélien? Il a fait le tort des géants. J'ai entendu souvent à mon podcast, à d'autres podcasts, que souvent sur du 200 000, sur des torts des géants, c'est pas la première nuit qui fait mal parce qu'on l'a tous déjà vécu, ceux qui ont fait un 100 miles, une nuit blanche, ça gère, ish. Ouais. C'est la deuxième nuit. Puis une fois que t'as passé à la deuxième, à un moment donné, que les 3, 4, 5, ils existent plus. Dans ton cas, t'as-tu senti que d'avoir fait les Chic Chocs, d'avoir fait 2 nuits blanches ou à peu près, t'as donné les outils pour savoir comment gérer ton sommeil sur un 200 000 qui prend 50 plus heures? Ouais. Ouais, ben, ça m'a donné un exemple de quoi pas faire. Okay. Parce qu'à lui tout ça a bien été, mais je me suis fait sauver, là. On avait des pacers, là, pis tu sais, la deuxième nuit vers la fin, tu sais, je savais plus trop qu'est-ce qu'on faisait, là. Je savais qu'on était en queue leu-leu puis on courait dans le bois. Mais si tu me demandais pourquoi, j'aurais pas pu dire pourquoi. Je m'en suis sorti juste parce que j'avais des pacers, tandis que sur le Bigfoot, j'allais avoir des sections pendant la deuxième nuit que je suis seul. Puis évidemment, tu veux pas juste être, tu sais, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui s'enfuit d'un CHSL2, là, dans trail là-bas. Faut que je sache pourquoi je suis là puis où c'est que je m'en vais, tu sais. Fait que là, je savais que je voulais pas être aussi magané que pendant l'UTCC. Puis c'est ça, fait que ça m'a donné un exemple de comme comment dormir, comment gérer ça, mais je savais que si je me sentais comme je me sentais à l'UTCC, comme arrête puis dors avant de faire une erreur puis de prendre la mauvaise direction ou juste faire des vraies erreurs là. Fait que oui, je pense que c'est un excellent atout d'avoir déjà fait ça là. Puis aussi, avant que je l'oublie puis qu'on commence là, on est super chanceux au Québec, on n'a pas de 200 000 au Québec, mais on a du monde avec beaucoup d'expérience dans les 200 000, tu sais. Avant de partir, j'ai regardé sur le start list qui c'est qu'il avait fait. J'avais déjà regardé, il y a du monde, tu sais, on a un gars à Québec qui s'appelle Dave Landry, qui est un, tu sais, je pense il a fait le Triple Crown cette année. Il avait fait le Divide, j'y ai écrit, tu sais, il a été super généreux, il m'a donné de son temps. Tout, on a Sandra Lancette aussi, qui en a fait plusieurs, des gens avec qui j'ai discuté un peu avant, juste pour avoir un feel comment il se passait. Fait que, tu sais, en train de une communauté, fait que quand tu fais de quoi de même, puis là, moi, je vais ouvrir la porte, il y a du monde qui en font, tu sais, je suis pas le meilleur, là. Si vous me posez des questions, je vais dire, je peux répondre du mieux que je peux, mais c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de choses à apprendre, puis si tu peux apprendre des autres, c'est bon. Fait que là, moi, j'ai parlé justement à Dave, j'ai posé des questions, pis tout, il m'a super aidé. Fait qu'on, j'ai appris de l'UTCC, mais j'ai appris aussi les autres Québécois, pis c'est ça qui est le fun. Ouais. Tu regardes ça, pis c'est une petite communauté, fait qu'on, on peut s'aider là-dedans. Fait que j'ai appris de l'UTCC, mais j'ai appris de Dave, j'ai appris de Sandra que j'ai parlé plus après pis tout. J'ai entendu quelqu'un dire sur un podcast aux États-Unis que le 200 000 a le niveau communautaire que le 100 000 et le trail avait il y a 10-15 ans. Dans le sens que le trail s'est rendu, pour le meilleur et pour le pire, très populaire. Ouais. Beaucoup plus de monde qui en font qu'avant. Ouais. Ça tire dans plein de directions. T'as des courses, des événements, des coureurs qui sont encore très dans le communautaire. Puis je pense que les Cute entretiennent ça. Ouais. Si tu cours avec les Cute, si tu cours dans des clubs qui ont les valeurs à la bonne place, tu restes dans les valeurs de trail. Mais on sent que ça pitch un peu partout. Puis c'est normal. En évolution, ça va peut-être se replacer. Ouais. Le 200 000 est à cet endroit-là très organique, très communautaire. Il y a 10 courses en Amérique. Donc, le nombre de finishers, le nombre de gens qui se lancent là-dessus, bien sûr, est petit parce que le défi est énorme, mais ça maintient quelque chose. Tu sais, il y a des podcasts un peu obscurs aussi de gens de 200 000. Oui, c'est ça. Puis c'est de quoi qui est très, très, très petit encore comme communauté. Puis ça a ce côté-là, c'est serré peut-être que le trail avait il y a 5, il y a 10, il y a 15 ans. Mais c'est ça, tu sais, il y a des podcasts juste ces 200 000, tu te dis, Chris, il parle de quoi, là? Il y a genre 4-5 courses par année qui font ça. Mais de la même façon que probablement quand tout a commencé, le podcast, c'est comme, la trail était plus petite, fait que c'était de niche. Puis finalement, comme, tu sais, toi, quand t'as commencé, je suppose que le monde, tu sais, ça a créé une communauté de serrée, puis après ça, même si ça grossit, ça reste la communauté est là, puis j'espère que c'est ça qui va avec les 200 000, parce que oui, ça prend de l'ampleur, mais c'est encore, tu sens encore la grosse différence que comme, tu sais, il y a pas tant de monde qui en font, fait que, tu sais, les gens se connaissent, là, t'arrives là-bas, puis le monde que c'est leur troisième, tu sais, ils sentent comme moi quand je m'en vais, tu sais, ils ont QMT à la ligne d'arrivée, puis finalement t'arrives là, puis t'es pas capable de partir parce que tu parles à tout le monde, c'est ça. C'est ça, fait que oui, la communauté est encore là,
est encore là, solide. Je pense, j'étais pas là dans les débuts des 100 000, mais je suis sûr que ça filait comme ça. J'étais pas là non plus, mais je suis sûr qu'il y a des gens ici qui pourront en témoigner. Tantôt, j'ai commencé une question, puis j'ai bifurqué, puis je me suis auto-saboté dans ma pose ma question. J'étais allé ailleurs. Comment on planifie une année? Tu sais, quand on est en janvier, on sait qu'on a ça au mois d'août, il y a ça devant nous. Ouais. Est-ce que tu t'étais mis des objectifs, tu sais, des longues sorties? Est-ce que tu avais des entraînements spécifiques? Comment on structure une année comme ça? Ouais. Ben là, disclaimer, je suis pas un coach, je suis pas un physio, je suis pas un athlète pro, mais je suis chanceux, je me tiens avec du monde qui sont bons, qui sont coachés, du monde qui connaissent ça, tu sais, Simon qui est physio, qui coach aussi, j'ai du monde, tu sais, comme Jeff, ben tout le monde avec qui je me tiens sont super forts, fait que j'ai l'impression qu'on, tu sais, ensemble, moi j'en parle, puis j'invite le monde aussi quand ils se font des plans, parlez-en au monde autour, peut-être que vous allez vous faire dire qu'il y a pas de bon sens. Mais quand même, moi je voyais ça, c'est juste, tu sais, au Québec, on a un hiver, c'est le fun. Moi, j'adore l'hiver. Je me rappelle, à un moment donné, Jeff, j'avais vu une affaire, il avait posté une story sur Instagram qui disait, moi, ma saison préférée, c'est l'hiver, parce que je peux courir, mais je peux aussi faire du ski, je fais d'autres choses. Fait que l'année passée, moi, j'ai commencé à faire du ski, puis le seul but de l'hiver, c'était me garder en forme pour que quand la neige fond, je puisse commencer à faire du gros volume sans me blesser. Parce que là, la peur, c'est l'hiver, tu peux moins courir. Fait que tu commences l'été, puis après ça, faut que tu gardes un mois juste pour remonter un volume que tu voudrais avoir sans te blesser. Fait que là, faut que tu sois... Tandis que là, moi, l'hiver, je m'en servais. Je continue à courir. Je commute à la job tout le temps. Fait que juste, ça me donne une bonne base. Puis après ça, je skie par-dessus. Puis le seul but de ça, c'est d'arriver, puis quand la neige à fond, j'ai déjà... Puis là, on pas besoin de rentrer dans les chiffres, mais un bon pourcentage de qu'est-ce que je voulais faire pendant l'été. Comme ça, je peux... Dès qu'il fait beau, paf, là, j'ajoute de l'intensité, puis je fais mes trucs. Fait que la première phase, c'est comme l'hiver. Tu te mets en forme assez pour que tu puisses faire ce que tu veux une fois que l'été arrive, que tu n'aies pas besoin de builder au début de l'été. Surtout qu'au Québec, des fois, tu sais jamais, tu peux avoir un mois, les trails sont fermés, c'est boiteux, puis il neige de temps en temps. Fait que c'est ça. Fait que l'hiver, tu te mets en forme, tu restes pris, puis après ça, au début de l'été, moi, je voyais ça vraiment en phase, là, fait que je me donne une phase, je garde du volume pendant l'hiver. Après ça, j'ajoute de la vitesse au début de l'été, puis plus tu t'approches, plus ça ressemble à qu'est-ce que tu vas faire. Donc, au début de l'été, c'était des sorties. Mes amis, ils s'entraînent pour des marathons. Fait que c'était des longues sorties. L'été. Au début de l'été, juste pour m'entraîner, me garder en forme. Puis après ça, plus ça s'en va, plus je condensais le volume vers la fin de semaine. Fait qu'au début, c'était, disons, pour faire des chiffrons, disons, je faisais 100 km semaine, ben je faisais 60 km la semaine, puis un 40 la fin de semaine, 2 sorties plus longues. Mais avant la fin, c'était plus... Et je faisais plus un 80% de mon volume la fin de semaine. Fait que des doubles long run, des triples long run, fait que des vendredis, samedi, dimanche de 50K, des affaires de même. Juste qui, ben, comme tout, ça t'habitue à à quoi ça va ressembler. Fait qu'à la place de, le corps, c'est vraiment différent faire 20 kilos par jour ou faire 3 fois 50 la fin de semaine. Ouais. Puis le 200 000 ressemble plus à 3 fois 50 de suite. Fait que ça ressemble à ça. Ouais. T'as intégré à ça des courses organisées, des trucs, des dossards, ou t'es allé all-in sur les projets solo à la maison? Aucun dossard. J'ai fait une coupe de sorties le fun, là. C'est ça qui est le fun, on dirait de pas s'inscrire. Ben là, je suis désolé pour tous les organisateurs de courses ici, là. Mais quand t'as pas de course à l'horaire, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Fait que des fois, ça arrive pis t'as une opportunité par rapport qui sort. Comme, j'ai fait plein d'aventures le fun cette année comme ça, là, juste disons la clinique du coureur. Moi, je prends des photos dans la vie, j'aime ça, c'est un hobby, là, je suis pas un professionnel pantoute, mais j'aime ça prendre des photos. Juste écrit je connais l'organisateur, le race director Simon, qui, là, j'ai dit, hey, ça tente dessus, je vais prendre des photos pour le fun. Fait juste me dire où est-ce que je peux aller, toute l'équipe. Fait que là, le vendredi, avant la course, je suis parti de chez nous, avec mon sac, avec ma tarp, mon matelas, monter jusqu'au, là, moi, j'habite à Québec. Évidemment, pour ceux qui me connaissent pas, c'est pas tout le monde qui le sait, là, mais je suis pas parti de Montréal ou de Sherbrooke pour monter jusqu'à... C'est ça qui a écouté le premier épisode, aurait plus douté, ok, il est parti de Sherbrooke à la course avec son stock jusqu'au lac Beauport. Mais non, fait que je suis parti là-bas avec ma tarp. Ah, pis ça, c'est bon. En plus, j'ai écouté l'épisode avec Jay Distamp. Il en a pas parlé. J'espérais qu'il en parle, mais il en a pas parlé. Story time. Je monte là-bas avec Simon me dit, on a loué le chalet à Blaise, le chalet Peace, à Jay. Il me dit Jay, mais moi, je sais pas c'est qui Jay. Ben, je sais pas c'est qui. Tu sais, Jay, il y a plein de monde qui s'appelle Jay. Moi, je pense rien plus de ça. Il dit, fais juste cogner à la porte puis dire, hey, je vais piquer ma tarp dans ta cour. Puis je suis photographe, c'est juste parce que moi, je montais là puis je vais dormir proche du Maelstrom qui est comme une partie de la course. Puis le lendemain, je vais prendre des photos. Là, moi, je fais parfait. Je pars avec mon pack-sac. Je monte là-bas. J'arrive au chalet Pays. Je cogne. Puis finalement, c'était Jay du Temple, tu sais, qui dormait là. Fait que là, mais lui, l'affaire, c'est qu'il avait pas été averti, genre qu'il allait avoir un itinérant, tu sais, qui vient dormir chez eux. Fait que là, moi, tu sais, j'arrive, là, lui, il fait « Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais, là, je dis « Ah, ben, j'ai parlé à l'organisateur, il m'a dit que c'était un chalet un peu de l'organisation, il allait avoir un aid station là, puis il m'a dit « Tu peux dormir ici, comme ça, demain, tu vas être proche pour aller prendre tes photos. »
Mais là, tu sais, lui, il était super gentil avec moi, mais comme, tu peux pas vraiment dire non, là. Parce que, tu sais, tu dis, ça te dérange-tu, mais qu'est-ce qu'il va dire? Non, va dormir, tu sais, va dormir dans la rue ailleurs. Puis j'ai fait, ben oui, ça me va. Fait que j'ai été piquer ma tôle, puis ça a atteint sa septic tank du chalet à Jay du Temple. Là, lui, il était là, puis tu sais, je pense qu'il écoutait le hockey. Moi, j'étais là dans ma tôle, puis j'avais fait un petit feu à côté, puis là, il y avait des mouches. Puis là, les autres, je les entendais. Là, je comprenais pas, j'entendais crier dans le chalet. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Puis là, je réalisais, il y avait une game des Canadiens, tu sais, en même temps. Puis là, moi, j'étais là dehors avec mon petit feu pour enlever les mouches à côté de ma tôle. Puis en tout cas, c'était drôle d'avoir, tu sais, les deux côtés. Mais là, je me rappelle, dans son podcast, il disait, la communauté, tu sais, je suis allé au lac Beauport, plein de monde m'accueillait. Puis là, je me demandais ce qu'il allait pas dire, tu sais, c'est ouvert d'esprit là-bas, tu sais, juste un itinérant qui est venu demander s'il pouvait dormir dans ma cour. Moi, j'ai fait, esprit de trail, ben oui, viens dormir dans ma cour, tu sais. C'est le bout qui manquait à l'épisode. Il manquait juste ça. Mais, c'est ça, tu sais, ça, c'était juste tout ça pour dire que des entraînements comme ça, je m'étais pas regardé rien à l'horaire. Mardi avant la course, j'ai décidé que j'allais faire ça. Je suis parti de chez nous, monté, fait 40 kilos, dormi là-bas, pris des photos. Le lendemain, je suis revenu. Juste 2 longues sorties. Genre, pas préparé, pas organisé, rien. Puis moi, c'est mes sorties préférées. Fait que des choses comme ça que, tu sais, j'aligne juste, j'allais prendre des photos, c'est le fun. Je vois des amis pendant la course, c'est le fun. Puis je rentre du training en même temps. Fait que c'est comme win-win. Win-win-win. Win-win. Sauf pour Jay, qui a eu un itinérant dans sa cour. Ouais, écoute, il s'est dit, s'il y a des bêtes dans la nuit qui approchent, ceux dans le chalet seront pas les premiers à se faire manger. Et c'est correct. Hein? Il va m'entendre. T'es très au feeling dans ton entraînement, dans le sens où tu planifies des choses. Est-ce que, quand on passe d'un 100 000 à un 200 000, il y a des choses, des incontournables à intégrer? Tu le disais tantôt, des week-end shocks. C'est plus juste un week-end shock pour faire une longue sortie ou un long ultra. Là, tu t'en vas te faire un 200 000. C'est quoi, quand tu regardes ton année, les moments où tu t'es dit ça a été déterminant, c'était nécessaire de le faire pour toi? Ouais, ben c'est bon que tu dises pour toi là, parce que tu peux parler de mon expérience, pas de quelqu'un qui écoute fera ce qu'il veut. C'est assez semblable. Pour être honnête, moi j'ai fait plus de volume, plus condensé, mais pas une si grosse différence que ça. Ça reste que les bouts difficiles de comment dormir, tout tu le vis pas dans tes entraînements spécifiquement là. Fait que c'est quand même semblable. Peut-être qu'il y aurait manière de l'optimiser, mais ça qui est le fun des 200 000, il y a comme pas de recette. Là. Le monde sont pas sûrs encore comment tu devrais approcher ça. Fait que, tu sais, les 100 000, ça reste que il y a une grosse latitude. Il y a du monde qui le font de façon bien différente. Mais 200 000, le monde, il y a personne qui dit genre c'est ça que tu devrais faire. Ouais. C'est comme, essaye-le, puis ça va être n est égal à 1. J'appelle là, t'as juste ton expérience à toi. Puis si ça marche, ça marche, ça marche pas. Fait que c'est un peu, faut que tu sois correct avec prendre des chances parce que tu peux pas tout tester d'avance. Là, qu'est-ce qui va se passer au kilomètre 280? Tu le sais pas vraiment avant que tu sois rendu là. C'est pour ça que moi j'ai parlé à du monde qui en avait déjà fait, qui me l'ont dit, mais eux autres encore font juste me dire qu'est-ce qu'eux autres qui ont comme expérience. C'est un peu que moi ce soit complètement différent. Fait que c'est rien d'exotique. J'ai ajouté un peu de muscu. J'ai ajouté j'ai fait du heat training là, qui est comme pertinent à l'aide parce que je suis pas bon avec ça. Historiquement, j'étais pas bon quand il faisait chaud. Fait que j'ai fait des sessions dans mon bain chaud puis habillé en habit de skidoo dans les marches à côté de chez nous. J'ai l'air cave à faire ça, mais en tout cas, je pense que ça m'a aidé. Ça a marché. Fait que c'est qui le cave? Et avec, mettons, fast forward aujourd'hui, maintenant que t'as fait ce 320 km de course-là, t'aurais-tu fait de quoi de différent dans le processus? Non, je pense pas. L'important, c'est d'être capable de s'ajuster quand ça va pas comme tu penses. C'est pas, t'as beau faire toute ta planification, ça marchera pas. Il y a quelque part, ça marchera pas. Fait que l'important, c'est comme de réaliser. C'est ça qui est le fun. Moi, j'avais une course, là. Fait que si je me sens un peu blessé, j'ai pas une autre course avant que je me dis est-ce que je veux la faire ou pas. C'est juste, si je cours, ça m'éloigne de mon but de faire le Bigfoot. Fait que je ralentis. Fait que toute l'année, je faisais juste des décisions sur est-ce que ça me rapproche ou ça me rapproche pas. Ça simplifie vraiment la chose, mais c'est ça. Je pense que je garderais comme j'ai fait. Je ferais une sortie pendant l'année. Au pire, tu feras des affaires après si tu veux. Mais je mettrais pas en danger la première course pour ça. C'est drôle parce que le premier épisode qu'on a fait ensemble, on parlait du fait que sur 100 000, puis sur un 100 000 comme l'UTCC, il y a tellement d'affaires qui peuvent mal aller ou bien aller, mais tu sais, je veux dire, quand tu fais un 5K route, si tu te lèves le matin pis tu files pas, ben tu le sais que ça sera pas comme tu veux. Puis that's it. Après ça, c'est rare qu'à mi-chemin, tu vas pogner un mur puis que tu vas en ressortir. Si tu pognes un mur pendant un 5K, tu vas le toffer jusqu'à la fin de ton mur puis tu vas survivre. C'est 20-30 minutes, peu importe. Là, dans ce cas-ci, 200 000, il y a crissement beaucoup d'affaires qui peuvent mal aller. On peut pas se préparer à tout. Non. Y a-tu beaucoup de matériel obligatoire à Bigfoot?
Ça ressemblait au Québec à peu près. Okay. Fait que ça ressemblait à peu près à l'UTCC, c'est une couverture de survie, une quantité d'eau nécessaire, des linges chauds, des affaires comme ça, mais rien de spécial. C'était pas si peu. Si t'es habitué de courir au Québec, tu vas être good. Si t'es habitué de courir en Californie, tu vas trouver qu'il y a du stock. Ouais. Mais c'est pas si peu que ça. La plus grosse différence, c'est que des fois, il y a des longs stretches, pas d'aid station. Fait qu'il y avait plus de bouffe à apporter, plus d'eau. Ouais. Je pense qu'il y avait 3 aid stations avec entre 35 puis 40 kilos. Entre. Ça reste quand même pas mal de bouffe. Surtout quand t'arrives à la fin, là, 40 kilos, ça se peut que ça te prenne, combien de temps? Genre 10 heures, là, la nuit, ça va pas bien, là. Fait que 10 heures de bouffe, ça commence à être pas mal de stock. Ouais. Toi, t'es habitué quand même de courir. Je me rappelle, tu venais faire des sorties cute avec ton kit complet. Ouais. Fait que t'es habitué de courir avec beaucoup de stock, mais quelqu'un qui se prépare pour un 200 000 puis qui court assez léger, qui fait des sorties de fin de semaine avec 2 flasques puis ça fait deux barres, c'est pas assez, là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue pas prêt à avoir comme 30 livres de stock, 20 je livres. prends ça comme un acquis, mais oui, c'est vrai que je commute avec la bouffe, puis tu sais, des fois, juste en allant au travail, des fois, tu réalises le matin, ouais, là, j'ai fait un lunch hier, puis c'est une soupe dans un pot maçon, puis tu dis, ouais, c'est peut-être pas l'affaire la plus ultra light de tous les temps, là. Mais c'est de l'entraînement pour c'est Bigfoot. ça, ben exactement. Exactement. Cette course-là, tu le disais tantôt, hein, tu t'en vas à l'extérieur, tu t'en vas organiser quelque chose de compliqué parce que c'est pas juste toi ta course, c'est aussi le autour qu'il faut que tu planifies. Exact. T'avais raconté qu'à l'UTCC, t'avais pu bénéficier de la connaissance de René, de l'expérience de René, Mathieu, des autres coureurs qui avaient déjà fait ce secteur-là. Là, dans ce cas-ci, comment qu'on planifie ça, un Bigfoot? Comment qu'on essaye de se dire à son crew à quel moment on va être où? Ouais. Est-ce qu'on a un crew? Est-ce qu'on a des pacers? C'était quoi ton plan de match? Puis après ça, comment ça s'est déroulé pour vrai? Trouver ces joueurs-là qui allaient t'accompagner? Ouais. First, pour le pacing, c'est tough parce que c'est long puis tu connais pas la distance. Surtout, tu connais pas le terrain. Ouais. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, je serais pas, je suis le plus gros geek des chiffres, mais j'ai quand même pris du temps. J'ai essayé de trouver du monde qui l'ont fait dans les années passées avec des cotes ITRO qui ont fait des courses semblables à moi, qui avaient des temps, puis j'ai regardé leur temps. Okay. Fait que j'ai trouvé, ok, moi j'ai fait le QMT 80, puis là j'ai essayé de trouver quelqu'un qui avait fait le QMT 80, puis qui avait fait le Bigfoot. Tu vas dire que c'est un petit stretch, passer du QMT 80 au Bigfoot, c'est pas la même affaire pendant tout, là. Surtout quand c'est des années différentes. Ouais, c'est ça. Fait que, mais j'ai trouvé quelqu'un à peu près, qui me donnait une idée. J'ai fait des timesheets avec ça, j'ai regardé leur tracé ce travail juste pour avoir une idée. Parce que, tu sais, on va en venir, là, mais j'avais un crew pis j'avais un pacer aussi, fait que tu veux leur donner le meilleur estimé possible. Ah ouais. Fait que j'avais fait une table classique où est-ce que j'avais un temps, je me dirais que je vais pas aller plus vite que ça, un temps standard que je pense faire, puis un temps ça va moins bien. Que les autres pouvaient aller voir pour les temps. Fait que, tu sais, ça, c'est la préparation. J'aurais pu faire mieux, mais en même temps, la distance est tellement longue que les chances qu'il y ait un changement de parcours dernière minute sont quand même grandes, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ouais. Tu sais, on est parti, puis à l'aéroport, moi j'étais à l'aéroport à Québec pour partir, puis on a reçu des emails disant genre, il y a des feux de forêt, finalement il y a un aid station, c'est rendu un station de pompiers pour les feux de forêt, faut le bypasser, puis là ça coupait genre, je pense 70 kilos qui étaient différents. Là, là c'est rendu wild card, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je connais pas le terrain, je sais pas qu'est-ce que j'ai pas d'exemple d'autres personnes qui sont passées. Fait qu'en même temps, tu te prépares pour le mieux, puis worst case, ben après ça, tu faut que tu fasses confiance à ton équipe pour improviser puis gérer ça. Tu le disais, c'est ta première course à l'extérieur. Qui t'amenait avec toi? C'était quoi le plan de match côté pacer et crew? Là, là, les histoires commencent. C'est ça. Mais oui. Mais moi, je m'étais inscrit en me disant, si personne peut venir avec moi, est-ce que je le fais? Puis la réponse était oui. Fait que là, pas stressé avec ça. Ma mère, elle capote sur les courses. Elle veut être là absolument à tout prix. Quand j'ai dit que je faisais la course, elle a acheté des billets d'avion, puis j'ai dit, ben là, merci, mais tu sais, si j'ai un crew avec des pacers, puis ça marche pas parce qu'on a juste le droit à une auto là-bas, si ça marche pas, ben, tu sais, en même temps, je veux dire, si j'ai juste un pacer qui vient, puis il y a plus de place pour le crew, je veux dire, tu sais, je l'avais pas assez invité, puis en même temps, c'est malade. Mais elle a dit, ça me dérange pas, Robin, là, si tu veux pas, là, ça marche pas, je serai juste là pour t'encourager, mais tu sais, elle faisait sa place. Tu sais, ma mère, elle a le tour de, tu sais, elle va, we will find a way, tu sais, elle a trouvé sa manière, puis finalement. Elle ira faire du bénévolat, comme elle avait fait à l'UTCC. Exactement, à l'UTCC, c'est exactement ça qu'elle avait fait l'année d'avant, mais là, c'était super, fait qu'elle est venue elle aussi. Ma blonde, elle a réussi à avoir congé, fait qu'elle est venue aussi. Puis là, il manquait juste à trouver un pacer. Mais c'est pas facile, ce course-là est en mi-août, puis c'est comme une période au Québec que t'as des super de belles courses, t'as l'UTCC qui est juste après. T'as le fjord du Saguenay qui est avant aussi, tu sais, c'est vraiment, dans ma tête, c'est les meilleures dates de l'été. C'est les meilleures dates de l'été. C'est tough. Fait que là, moi, mes amis coureurs préférés, tout ça à qui j'avais pensé, soit
il faisait l'UTCC, soit il faisait le Fjord du Saguenay. Ou aussi, il y en a d'autres personnes que j'ai pensé qui ont décidé d'avoir des enfants pendant ce temps-là. Toi, tu parles, C'est fâchant, ça. tu parles d'une idée. Puis là, finalement, moi, j'avais aussi pensé, il y a Juliane Claros qui est déjà passé au podcast, qui faisait, c'est quoi, 2 semaines avant, Juliane? Juliane, il est pas sûr, ouais. En fait, on avait enregistré avec Juliane ici même, au Faux Mouvement. C'était au Faux Mouvement. Mais, ouais, parce que on s'était vu, toi puis moi, à son événement qu'il avait fait. Tantôt, Juliane viendra, on va jaser parce que t'as vécu aussi cette course à Grobin, fait que mais t'avais fait un événement caritatif à Duchesnay, t'avais roulé pendant 24 heures. Puis on s'était vu là, t'as filmé. Ça c'était l'histoire la plus drôle avant la course. parce que ouais, c'est ça, on se voit puis à ce moment-là, il était pas supposé. Non. C'était pas encore prévu, c'était pas dans l'équation. Moi, on jase 1 heure avant que je parcourais avec lui. Je parcourais avec pendant 3 heures. Aucune mention de Bigfoot. On a parlé de Bigfoot ensemble, mais jamais avec Rouliane. Non. Toi, on court ensemble, on parle pas de Bigfoot. Ouais. 1 semaine après, il est avec toi, Bigfoot. Mais moi, je savais qu'il y avait un événement, puis ça, Juliane, il faisait un 24 heures de course 2 semaines avant. Puis 24 heures de course, je veux dire, ça m'agane. Puis moi, je voulais pas, tu sais, lui, c'était clairement la chose la plus importante pour lui, c'était un événement caritatif, tu sais, c'est vraiment plus cool que genre ma course, lui, il fait ça pour une raison, moi, je vais courir parce que ça me tente là-bas. Fait que je voulais pas non plus, tu sais, l'inviter, mettre de la pression, whatever. Mais rendu là-bas, j'en ai parlé un petit peu, mais c'était comme pas prévu encore, là. Fait que 2 semaines avant la course, Juliane, t'en avais parlé, mais tu devais pas penser à ça vraiment. Ben, tu en avais parlé, pis j'étais comme, ça se fait-tu un peu? Ouais, c'est ça, tu pensais à ça, tu disais, ça a pas de bon sens. Fait que là, finalement, j'ai dit, hey, on va regarder les billets d'avion, pis tout, si ça te tente. Puis, on regarde ça, finalement, les billets d'avion, les prix montaient, c'était comme une grosse montagne russe de prix pour aller là-bas. Finalement, juste avant qu'ils viennent, les prix ont comme monté full. Puis là, je pense que c'était le lundi avant la course. Fait que moi, je partais le mercredi matin pour aller dans l'ouest. Le lundi, il m'appelle. Puis là, je me dis, tu sais, il va juste me dire, tu sais, c'est trop cher, ça marche pas. Puis là, il m'appelle, parle pas genre, je dis, écoute, on va regarder une dernière fois. Juste pour être sûr. Puis là, on check. Trop cher. Puis là, je fais, combien, tu sais, parce que là, je me rappelle plus qu'est-ce qui s'était passé. Tu sais, Juliane, il était à maîtrise. Puis là, il a passé l'été à voyager un peu partout pour filmer des affaires, se faire payer des peanuts. Là, les billets, ils étaient quand même chers. Là, il dit, c'est trop cher. Je fais, je comprends, je peux pas te forcer. Puis là, juste avant qu'on raccroche, je dis, donne-moi un chiffre. Donne-moi c'était quoi le chiffre que tu t'étais dit. Si c'est ça, j'y vais. Il me dit le chiffre, j'ai dit OK, je paye la différence. C'est embarque bébé, on s'en va dans l'Ouest américain. Wow. Fait que, achète le billet d'avion, j'ai regardé ce Messenger hier, on s'est appelé le lundi soir à genre 7 heures, je pense que c'était 48 heures avant le départ. Puis là, c'est genre OK, là faut que je fasse mes charts de pacing, faut qu'on check qu'est-ce qu'il a besoin, là lui ses bagages, là ses pôles, il pouvait pas les amener dans l'avion avec le trou. C'est ça exact. Finalement, si tu trouves des bâtons à quelqu'un d'autre, embarque ça, pis en 2 jours avant la course, trouver le pacer, dernière minute. Puis tu revenais d'un 24 heures de course 1 semaine et demie plus tôt. Là, la job de pacer sur Bigfoot, c'est pas 12 km à la fin, là. C'est une grosse affaire. Mais la job de c'est un ultra. C'est ça, ça a aucun rapport. Tu peux commencer au kilomètre 60. Fait que, il y a du monde, là, disons que moi plutôt Yann, on voulait faire le Bigfoot les deux, là. On pourrait s'inscrire les deux. S'il y en a un qui est pigeux, l'autre, il vient me pacer sur les derniers 260 km. Ça a aucun rapport, là. Fait que, c'est ça, tu sais, t'en fais autant que tu veux. C'est ça que ça veut dire, là. C'est libre. C'est libre. C'est malade. Tu fais ce que tu veux. Tu peux avoir plusieurs pacers qui s'alternent. Ouais. Tu peux avoir plusieurs pacers qui s'alternent. T'as juste le droit à une auto de crew. Fait que ça devient compliqué, tu sais, si t'as 4 pacers, faut que t'aies le même crew pacer, je suppose. Mais oui. Fait que tu peux avoir autant de pacers, tu sais, il y a du monde au kilo 60 qui ont eu des pacers jusqu'à la fin. C'est malade. Nous autres, avec Juliane, mais là, on va pas rentrer 260 km. Il vient de faire sa plus longue à Duchesnay, 1 semaine et demie plus tard. On va aller faire 260. Exactement. Fait que, on a trouvé des sections qui avaient du sens. Aussi, puis une des affaires spéciales, par exemple, sur le Bigfoot, c'est que si t'as un pacer, tu peux pas le dropper. Tu peux juste le dropper. Fait que Jeff peut pas faire Bigfoot. Tu peux changer de pacer au aid station qui a un crew, mais tu peux pas le laisser, puis là, ça tombe que sur 12 aid stations, je pense qu'il y en a juste 6 qui avaient un crew. Fait que si tu passes sur un stretch de 60 kilos, faut que tu sois confiant. Parce que si t'as 30 kilos aid station, 30 kilos, mais cette aid station-là, il y a pas de crew, puis ton pacer se foule une cheville, fait un coup de chaleur, t'es obligé de l'attendre. Là, ça, c'est arrivé, je pense, au kilo 160. Par exemple, je suis arrivé à aid station, puis je voyais un coureur qui était juste assis puis qui faisait rien. Puis un autre coureur qui avait un sac de glace à la tête. Là, je me dis, il y en a un qui a l'air correct, pourquoi il part pas? Puis ça tombe que le gars était encore super en forme. Il aurait probablement pu, tu sais, faire un podium. Mais son pacer a fait un coup de chaleur. Puis si je regardais ses traces, je pense qu'on restait quelque chose comme 6 heures là.
Parce que là, puis en plus, après ça, t'avais, je pense, 8 kilos avec 2000 quelques mètres de D+, à faire, en plein milieu de la journée. Fait que lui, ils sont restés là jusqu'à temps que son coup de chaleur parte. Ils ont hiké jusqu'en haut à la prochaine place, il l'a droppé, puis le gars, il a fini la course, mais comme... C'est fou, hein? C'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça, disons, Julian, je suis sûr qu'il aurait pu faire, beaucoup de PC, mais comme, tu veux pas prendre de chance. Non, c'est clair. N'importe quel coureur, tu peux amener le meilleur coureur, il peut se fouler la cheville. Non, c'est ça. Il peut arriver quelque chose. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est un pensez-y bien. Tu fais pas juste amener quelqu'un, puis au pire, tu le drops, tu continues. Ah ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, il y avait un plan de match de quand il embarquait et quand il débarquait. Ouais. Ta mère et ta blonde étaient le crew, puis toi aussi tu suivais avec le crew dans le fond, puis il y avait accès, tu disais, sur 320 km, il y avait combien d'accès pour le crew? 6? Genre, je dirais entre 6 puis 8, je suis pas certain, j'ai plus toutes les étapes dans ma tête, mais ouais. Fait que ça, le plan, c'est qu'il était à chaque fois. Il y en a un qu'on a skippé. Mais de base, il y avait une couple de places que c'était difficile, parce que là-bas, une chose qui est importante de savoir sur le Bigfoot, là, c'est que c'est extrêmement remote. Ouais. Il y a pas Internet. Il y a Internet, je pense, à un aid station dans toute la course. Puis après ça, il y a entre 2 aid stations que tu passes par une route, puis là, t'as du Internet. Fait que la communication est tough, la navigation est tough, puis c'est beaucoup de routes, genre trouées, des fois, la route est partie. C'est vraiment long de se déplacer. Fait qu'il a fallu faire tout un calcul d'avance. Est-ce que ça vaut la peine de se déplacer? Est-ce que ça vaut la peine? Mais là, la course, vu qu'il y a eu un rerouting, ils ont changé le parcours. Ça a été un peu plus facile parce qu'il y a des places qu'on n'était pas sûr s'y allait ou pas, qui ont juste enlevé l'accessibilité au complet. Fait qu'il y a eu, je pense, 2 ou 3 stretches d'à peu près entre 60 et 80 km que là, ça a permis le temps de se déplacer un peu. Mais pendant la course d'avance, tu sais pas quand tu vas avoir une session, si tu vas avoir besoin d'un PC ou pas. Fait qu'il faut que tu restes super flexible. Ben ouais. C'est pour ça que je me rappelle que moi, pendant la course, je me demandais, OK, je veux-tu qu'il rentre là, puis j'essayais de faire des calculs mentaux pour ça, là, mais ouais. Fait que c'est du problem solving, pis c'est être capable de s'ajuster vraiment. Là. On va être rendu à vraiment rentrer dans la course. On va se prendre une pause pour un message des partenaires, puis on se parle de l'autre côté. C'est bon. Quand il fait froid, qu'il vente puis que tu veux quand même aller courir, ben t'as besoin de vêtements puis d'équipements qui te lâcheront pas. Puis si j'étais toi, je me préparais dès maintenant pour la saison froide en magasinant dans le confort de ton chez-toi sur le site web d'Altitude Sport. Pour moi, il y a 2 indispensables l'hiver. Un bon coupe-vent imperméable, pas trop épais, pour pouvoir jouer avec mes couches de Mérino en dessous, et la fameuse flasque Salomon 500 ml isolée que je me suis justement commandée sur Altitude Sport il y a quelques semaines. Le coupe-vent imperméable permet d'avoir une première couche qui bloque les éléments sans être trop épais puis m'amener à surchauffer s'il fait plus chaud que prévu. Puis la flasque isolée, ben elle, c'est la seule manière de rester hydraté sur mes longues sorties quand les températures sont sous zéro. Puis le gros avantage d'Altitude Sport, c'est que tout se fait à 100% en ligne avec une livraison le lendemain partout au Canada et même le jour même à Montréal. Puis si jamais tu as besoin de retourner un article, ben c'est simple, même pas besoin d'imprimante, juste un code QR. Fait que magasine sur altitudesport.com et profite d'un rabais jusqu'à 20% sur ta première commande avec le code pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Je suis avec Charles Castonguay qui est copropriétaire du Crew Run Club. Charles, les clubs de course, souvent c'est des heures fixes à des moments fixes. L'avantage du Crew, c'est quoi par rapport à ça? Ben c'est la variété dans notre horaire parce que nous, peu importe ton horaire, si t'es un lève-tôt, si t'es un couche-tard qui aime s'entraîner le soir, ben on a des plages horaires qui fit avec la tienne. On a des cours à 6h15 le matin puis on a des cours à 19h le soir. Donc peu importe ton horaire, peu importe comment ton horaire est chargé, comment se déroule ta vie, tu vas pouvoir trouver un moment pour venir t'entraîner avec nous. Ça varie entre 15 à 20 cours par semaine. Donc, c'est sûr que tu vas y trouver ton compte. Viens t'entraîner avec nous. On a formé une belle communauté. Tu vas pas recroiser nécessairement les mêmes personnes à chaque fois, mais les visages se recroisent, puis on est tous là pour la même raison. Avoir du fun, puis souffrir un petit peu ensemble. Voilà. C'est un bon pitch, souffrir ensemble. Donc, lecrewrunclub.ca. That's it. On est de retour avec Robin. Le matin de la course ou le matin et le midi, ça part à quelle heure cette affaire-là? Ça part à 1h. L'après-midi, il me semble. L'après-midi, Ah, ouais. 13h. 13h, t'es habitué avec l'UTCC. Ouais, exact. Ma question était 13h moins 5. Comment tu te sens sur le départ? Tu te sens prêt? Ouais, je me sens quand même prêt. C'est comme un bizarre de départ parce qu'en même temps, il y a une course, il y a une petite, 20 000, je pense, qui finissent. Fait que t'as comme du monde qui finissent pendant que toi, tu vas pour commencer. Il y a genre du monde déguisé. Il y a le Bigfoot en tant que tel en mascotte qui prend des photos avec les gens. L'hymne national américain, il y a un coureur qui est là debout en avant pis qui chante dans un vétéran, tu sais, qui fait la course, que là, il chante. Fait que, c'est un vibe très américain. C'est le fun, là. C'est genre leur culture. Ah ouais. Leur culture très, très américaine. Ouais, Sont très fiers. Puis, mais moi, j'étais pas si stressé que ça. Ça allait quand même, j'avais hâte que ça parte, là.
Ouais, je comprends. Ça reste que tu y as pensé toute l'année, t'as planifié, t'as travaillé. Je veux dire, oui, on a du fun à courir, mais ça reste que il y a une planification, tu l'as raconté. T'sais, ton année de course finissait là, dans le sens où c'était les objectifs étaient là. Fait que, quand ça prend le départ, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, Chris, il me reste 319 km? Non. Non. Je pense pas ça. Pense pas à ça. Tu l'avais dit le dernier épisode où tu mets le cerveau en mode on avance. Ouais. Est-ce que c'était aussi beau que tu pensais? Ouais. Après 10 kilos, tu sors direct, t'es déjà ces montagnes, pis c'est à couper le souffle, là. Ouais. Tu vois, c'est comme, il y a plusieurs volcans autour, là. Fait que quand t'es en haut des montagnes, tu vois, c'est Mount Helen. Ben, en fait, tu vas monter sur le Mont Sainte-Hélène, qui est un volcan qui est érupté en 1983, je pense, en fait. Puis t'as d'autres sports de belles montagnes, le Mont Rainier que tu vois au loin. Fait que c'est vraiment à couper le souffle. La première moitié de course est incroyable, là. Elle est connue parmi la Triple Crown comme étant la plus belle. Ouais. Pour ce côté-là, tu le disais tantôt, d'autres sont plus désertiques. T'es autour du lac Tahoe, c'est Moab. Ouais. Là, t'es en trail. On fait du trail au Québec parce qu'on aime être dans la forêt, voir des grosses montagnes. Là, t'es servi là-dedans à x10, là. Oh oui. Non, c'est un parcours incroyable, là. Ouais. Je sais pas comment on peut découper cette course-là pour la raconter, mais raconte-moi cette première journée-là. Hein? Allons-y par journée. Ouais, ben c'est... tu sais, ça commence, puis je pense que c'était un 60, quasiment 10 km avant que tu vois ton crew. Okay. Fait que c'est déjà, tu pars, puis c'est déjà un bon stretch avant que tu vois quelqu'un. Puis moi, ça a super bien parti, 15 kilos, puis après ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis pratiqué avec ma nutrition toute l'année. Puis là, c'est ça, tantôt, je voyais du monde qui me regardait. Là, moi, cette année, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. La nutrition, j'ai comme compris qu'il fallait que je mange plus quand je m'entraînais. Puis ça coûte trop cher, la fucking nutrition. Je suis pas capable, tu sais. Puis on fait pas mal de volume. J'ai calculé l'argent que ça m'aurait coûté. Fueler comme dans une race, à toutes mes long runs, c'était bien trop cher. Fait que j'ai commencé à faire mon propre gel. J'achète les choses sur Internet, je mixe ça. J'ai appelé ça avec affection mon sperme de bœuf parce que ça ressemble vraiment à du sperme. Tu mixes ça, tu mets ça dans ta flasque, puis là ça coule partout, puis là ça a pas de bon sens. Mais oui. Fait que quand je parle de sperme de bœuf, c'est ça, puis j'ai fuelé avec ça toute l'année. C'est quoi le code promo pour acheter du sperme de bœuf? C'est Robin 15. Robin. Mais c'est ça qui est le fun, t'as pas besoin de code promo parce que ça coûte vraiment pas cher. Ouais, c'est ça. Ben, parle-nous de ça parce que c'est quand même il y a une recherche derrière ça pour essayer de trouver tes recettes. Prenons un pas de côté dans la course pour raconter parce que c'est intéressant parce que comme tu le dis, la nutrition ça fait pour le jour de la course, mais quand tu veux t'entraîner avec ta nutrition tout le temps, on s'entend, peu importe la marque, ça va revenir cher pour l'année au complet. Là. Ouais, exactement. Ben tu peux acheter, basically c'est du sucre. Ouais. L'affaire la plus simple possible, tu pourrais pratiquement mettre du sucre dans de l'eau puis le boire. C'est juste que ça devient, c'est un sucre plus rapide. Fait que c'est plus tough de surfer la vague de l'énergie un peu. Fait que là, après ça, tu peux mixer d'autres choses ensemble. Puis aussi, le sucre, qu'est-ce qui est plate, c'est que si tu pars toute la journée, tu vas te tanner assez rapidement. Ouais. C'est tellement sucré que tu te tannes. Fait que là, il y a plusieurs sortes de sucres différents. Là, moi, c'était de la maltodextrine. Puis c'est quoi d'autre? L'autre, maltodextrine. Et j'ai oublié, ça fait un bout que j'en ai pas fait. Ouais, c'est ça, c'est fructose puis maltodextrine qui est comme juste deux sucres, un sucre plus complexe, un sucre plus simple qui se dissout bien dans l'eau. Fait que là, je m'étais fait des tables, une petite table Excel qui disait, je pars 4 heures, je veux 80 grammes par heure, j'ai besoin de mettre tel, si je veux mettre du sirop d'érable ou du miel ou du gingembre, whatever dedans, j'avais plein de petites recettes, et je suis là avec ça, ça m'a super bien servi toute l'année. Je pense que c'est une raison pourquoi mon training a bien été, j'étais tout le temps fuelé, je suis pas gros dans la vie, je peux pas me permettre de partir 2 jours de suite puis pas manger, je vais bunker bien trop solide. Fait que j'ai mangé ça toute l'année, puis là, à la course, par exemple, le problème avec ça, c'est il faut que tu le mixes. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Les produits, c'est moins compliqué. C'est toujours le dilemme entre la simplicité puis genre le prix souvent pour ces affaires-là. Là, faut que tu le mixes. Puis là, nous autres, on était comme dans une chambre d'hôtel avec un kit de camping avant. Tu sais, moi, chez nous, je mets ça dans un gros bol, un cul de poule. Je remplis ça, je mixe mes affaires. Tandis que là, on était dans une chambre d'hôtel miteuse, tu sais, la veille de la course. Là, c'est ma mère, là, j'ai des photos de ma mère qui est en train de mixer un gros bol de sperme, tu sais, dans la chambre d'hôtel. Ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Puis, on a la citation pour utiliser l'épisode, c'est oui, cet épisode-là, tu comprends que tu pourras pas juste mettre des clips. Ouais, c'est ça. Si tu mets juste un extrait, ça marchera pas, ça aura pas de bon sens. On est obligé d'écouter l'intégralité de la chose pour comprendre. Ouais, ça. Fait que le mettre là dans la chambre d'hôtel, on mixe tout. Pis... Mais ça a l'air fou. Là, j'avais peur, moi, que je me fasse enlever ma maltodextrine à l'aéroport. Parce que là, basically, j'ai une valise avec des sacs de poudre blanche puis des balances pour peser mes affaires, tu sais. Ça a comme pas de bon sens.
Puis n'importe quand, ça peut être un enjeu aux douanes. Ouais. Encore plus ce temps-ci, j'ai l'impression, avec ce qu'on entend qui se passe dans certaines douanes, certaines libertés que les douaniers ont. Ça se peut que ce soit là, je pas des débalances. Les douanes, quand je suis passé, j'ai dit qu'est-ce que je faisais, puis il m'a dit que le monde ne faisait pas ça. J'ai dit, on va faire une course. Il dit, quelle course? J'ai dit, c'est une course de 200 000. Il dit, people don't do this. Comme, ok, d'abord, je vais pas faire ça. Je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise, là. On va courir 2 fois 100 000. Ok, c'est le monde foncé. C'est ça, je sais pas s'il avait essayé de me challenger, peut-être la note que j'avais, genre, 4 livres de poudre blanche dans mon sac, là, il essayait de voir c'est quoi, ça. Ouais. Mais oui, tout ça pour dire que la nutrition, je faisais mes propres affaires, mais pendant la course, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vu que j'étais pas bien équipé pour faire le sperme de bœuf, là, il y avait des motons dedans, tu sais. Puis ça coulait pas. En tout cas, j'ai eu de la misère à manger un peu, puis ça, à peu près au kilo 20, je sais pas si c'est parce que j'ai pris du retard ou whatever, plus capable de manger. Ah ouais. Puis là, vous comprendrez qu'il est tôt, là. 20e kilomètre, tu essaies de pas penser t'es à peu près où en pourcentage dans la course, là, mais tu sais que t'es pas loin. Pas capable de manger. Je passe peut-être 2 heures à manger minimalement. Je pense avoir mal au cœur. Je me dis, ok, là, je me force, je mange, fait que je prends une bonne, l'équivalent de peut-être un 2 gel, prends à peu près 10 secondes, revomis à terre. Ça fait, fuck. Là, ça va être une longue journée. Là, ça va être une longue journée, puis en plus, tout le monde le dit, quand tu prépares la course, ils disent tout, ils appellent ça le blast zone, où est-ce que le volcan, il a eu son éruption, c'est juste exposé, c'est comme un champ martien de roches, tout exposé, puis le monde dit, prenez votre temps, il y a personne qui gagne la course là, il y a plein de monde qui finissent pas à cause de cette section-là, puis là, je me dis, si qu'est-ce que j'ai fait? Je viens juste de scraper ma course, on est rendu, tu sais. Ça fait 3 heures que je cours, puis sur une longue course, qu'est-ce qui se passe? Finalement, quand même pas capable de manger, j'ai couru à peu près du kilo, j'irais à peu près 20, jusqu'au ravito, que je voyais mon crew, fait qu'à 70, je pense, j'ai mangé un gel puis une demi-bâtande, que j'ai réussi à rentrer. J'étais capable de boire, puis dans ma tête, c'était pas possible de faire ça. Je me rappelle, Julie Lesage, à un moment donné, elle me contait que sur son QMT 80, elle avait mangé 2 gels. J'étais comme, oui, mais c'était comme, sûrement que tu t'en rappelles pas, mais t'as mangé plus, tu cours pas 80 km avec 2 gels. C'est possible, je l'ai fait. Fait que là, pendant tout ce temps-là, moi, je pensais au ravito. Pis là, moi, d'habitude, quand ça va pas bien, je bois un coke. Ouais. Puis ça passe. Fait que là, moi, je pensais à mon coke. J'avais hâte à mon coke. J'arrive au ravito. Finalement, j'étais pas si en retard que ça. Ça allait déjà bien, la course. Puis là, je dis à mon coach, donnez-moi un coke. Puis je vais remanger. Faut que je rattrape des calories. Fait que là, je prends le temps, je m'assois. Je lui en arrive avec du coke. Je bois du coke. Ça passe plus ou moins bien. Pas miraculeux. Tout. Je mange, mais je dis, ok, j'ai réussi à manger peut-être, je sais pas, moi, 2 œufs avec un peu de bacon puis du coke. Vraiment mieux que rien. Fait que là, je me relève, je repars, je viens de donner une petite tape sur les fesses, je me mets à courir, tout va bien. Ça prend à peu près 5 minutes, projectile vomi, absolument tout qu'est-ce que je venais de manger. Fait que 2 œufs, du bacon, un coke à terre, plus rien, pas capable de manger. Fait que là c'est comme, ok, fuck. C'est comment qu'on réagit à ça? C'est en même temps, ça fait peur parce que tu dis, il en reste tellement long. Mais de la même façon, c'est tellement long que je veux dire, j'ai le temps de, techniquement, il me reste encore 3 jours là pour terminer là, fait qu'on peut prendre les choses slow puis continuer. Ouais. Puis à ce moment-là, il y a un gars qui m'a dépassé, qui est en fait Harvey Lewis, qui est l'ancien champion du monde de backyard, qui a eu le record pendant un bout, là, genre 108 laps là. Ouais, c'est une vraie légende de la course que lui était là comme un B-race, une petite course de quartier pour lui. Je me lui demandais si ça lui dérangeait que je m'accroche après lui, je me suis accroché pour rester patient. Finalement, comme à peu près à minuit, j'étais capable de remanger un peu. Okay. Fait que on a continué, mais ça, c'est juste pour dire c'est ça qui est le fun de ces longues courses-là. Ça va mal. Ça a le temps de repartir puis de bien aller par la suite. Mais il faut que tu sois patient. Ouais. On disait tantôt c'est des courses qui sont tellement longues qu'il peut se passer bien des affaires, mais en même temps, c'est des courses qui sont tellement longues que tout peut revenir. On l'entend souvent, là, tu sais, c'est en ultra. Tu veux même ça, c'est une question de mindset. Tu peux voir ça de la façon que t'as le temps de revenir ou tu peux voir ça comme ça va sock pendant encore 250 jours. Tu disais dans le dernier épisode qu'à l'UTCC, il y a l'effet de groupe qui a aidé. Ouais. Vous étiez 5 en partant pour plus de la moitié de la course, 3 jusqu'à la fin. Tu racontais à quel point il y avait toujours 2 sur 3 qui allaient bien. Ouais. Avec le 3e se rembarque là-dedans. Ouais. Là, c'est une course qui est complètement différente où t'as un crew, t'as un pacer à certains moments, mais t'es pas là avec des chums pis tu te suis pas tout le long avec le même monde. Ouais. Comment t'as trouvé ça, les moments et de solitude et de bander avec du monde pendant quelques kilomètres, les repères, les dépasser? En fait, le premier tiers de la course, j'ai passé du temps un peu avec du monde, d'autres coureurs au début de la course, justement avec Harvey puis tout, puis on a eu du fun ensemble. Même que moi, c'était le fun parce que c'est comme des gens que je suivais un peu à l'extérieur, que là, je voyais, fait que c'est comme un peu surréel. Ouais. Puis de voir qu'il fait des erreurs aussi, ça c'est bon. Il y a eu un 300 000 Arizona Monster 300 au début de l'année, puis le gars qui a gagné s'appelle Peter Mortimer.
C'est une légende, lui, ça fait genre 15 ans qu'il fait des 200 000 depuis que ça existe. Puis en je le suis, puis là, on était peut-être avant la première nuit, puis là, lui, il avait manqué d'eau. Puis là, il voit un petit ruisseau, puis on avait un station peut-être 1 kilomètre plus loin, tu sais. Puis là, lui, il arrête, il dit, là, on parlait, puis là, je disais que c'était le fun, que moi, je fais comme être une éponge de connaissances, puis là, lui, il me donnait des trucs, puis j'apprends comment il fait, puis là, il me dit, tu sais, si t'as une leçon, là, c'est que ces courses-là, c'est tellement long que tu vas payer l'intérêt de tes erreurs sur super longtemps. Puis là, tu vois, il reste 1 kilo. Je pourrais me dire, j'ai besoin d'eau, mais j'arrête pas pour sauver du temps, puis je vais le prendre au ravito. Mais là, je vais remplir mon eau ici, je vais me réhydrater. Comme ça, c'est sûr que, tu sais, ce petit changement-là va peut-être faire une grosse différence en bout de ligne. Fait que là, je fais, oh my god, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Puis là, moi aussi, j'arrête, je prends de l'eau, je prends ses affaires. Lui, il remplit sa flasque à filtre, chug la flasque au complet, c'est une 600 ml. Fait qu'il chug 600 ml d'eau. Il remplit sa flasque, on se lève pour partir, il fait à peu près 5 pas, projectile vomi absolument toute son eau partout. Je fais, hey, merci Peter, là, tu m'as donné confiance à suivre tes conseils, hein, t'as l'air de savoir ce que tu fais, mon ami. C'est bon. En même temps, tu vois, genre, il connaît ça, mais tout le monde fait encore des erreurs, tu sais, c'est comme pas de bon sens, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer, mais tu sais, ce gars-là, c'est une légende, puis il est bon aussi, fait que tu vois que tout le monde dit souvent tu maîtrises la distance, mais finalement ça arrive pas. Là, tu t'en fais, puis tout le monde fait encore des erreurs. Mais je pense que c'est ça la beauté aussi de l'ultra, c'est que tu maîtrises jamais la distance. Tu vas faire 10 courses consécutives pour bien aller, tu vas dire OK, je maîtrise le shit. Ouais. La 11e, tu vas te faire décrisser par la montagne. Exact. Elle va te rappeler que non, tu maîtrises pas encore. Ouais. Puis c'est ça la beauté du sport aussi. Ouais. Je pense que si c'était facile, on le ferait pas. Ouais, exact. On se lasserait puis on ferait du pickleball, je sais pas. Hein? Mais là, on peut faire les deux. On peut faire les deux, effectivement. Fait que première nuit, comment ça s'est passé? Première nuit jusqu'à peu près minuit, j'étais avec d'autres coureurs, puis après ça, j'ai ramassé Juliane pour la première fois. Puis ça allait sérieusement pas bien. D'après moi, Juliane, il devait pas être en confiance à ce moment-là. J'avais des crampes, j'avais quasiment pas mangé, j'avais des crampes, j'avais de la misère à descendre. Tu sais, il a fallu que c'est la première nuit, puis à un moment donné, il a fallu que je me couche à terre sur le dos, puis parce que mes crampes passaient pas, puis j'étais plus capable de courir. Puis il était encore tôt, mais Juliane était là, fait que c'était vraiment, c'était pas, tu sais, je me sentais pas seul, c'était vraiment le fun. Puis Juliane, c'est un amour, puis il est positif là, puis c'était important. T'as besoin de choisir un crew, faut que tu choisisses quelqu'un que t'es confiant, qui va rester positif, quand pour toi c'est plus difficile. Avez-vous une stratégie de crew? Je sais que ça s'est décidé en une demi-journée qui était rendu ton crew qui venait, mais il n'y a pas de crew de pacer. Est-ce que vous avez une stratégie de OK, on s'en parle avant, si je suis négatif, je veux que tu fasses ça? Est-ce qu'il y avait un peu de ça ou on part au feeling parce que vous connaissez aussi? Je dirais que moi, quand je vois ça, si t'es obligé d'avoir un pep talk de même, c'est peut-être que t'es pas, je veux dire, sois toi-même, là. Choisis un pacer que s'il est lui-même, tu vas être content de qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Ça veut pas dire que si t'as besoin de parler à tes pacers, c'est pas les bons pacers, mais moi, Juliane, j'avais confiance. Je me rappelle pas d'avoir eu un talk, là. C'est juste, c'est quand, exact. On est parti, puis moi, je sais, Juliane, je l'avais vu, là, à son 24 heures, puis comme personne, c'est une personne super positive, fait que j'ai pas besoin de dire de rester positif. C'est un gars positif, t'sais. Voilà. Fait que j'étais pas stressé avec ça, puis tu sais, j'ai été choyé d'avoir du monde, tu sais, de même disponible de venir avec moi, là. Fait que j'étais super reconnaissant. C'est tellement long, ces courses-là, que t'as juste hâte de les voir, finalement. Ouais, c'est ça. Veux-tu venir, Juliane, nous dire comment c'était? Parce que là, tu disais que t'avais des crampes, ça devait être démotivant pour le pacer. T'as dit ça tantôt. Viens, prends mon micro à moi. Va celui que tu veux. Veux-tu nous dire comment tu te sentais quand tu l'as vu la première nuit? Ben, ce qui était fucking drôle, parce que Robin était parti à ce moment-là, puis quand on l'a reçu la première fois, il était comme, hey, il souriait, mais il était comme, asti que ça va pas, là. On était comme, mais tu souris, puis genre, tu marches, ça va bien. Puis là, dès qu'on a comme quitté, parce que je l'ai accompagné pour qu'il aille à la salle de bain, puis après ça, quand sa marche sa on n'était plus là, il était comme, tabarnak, mais là, c'est que ça va pas bien, là. Fait que là, je suis comme, man, tu sais, vas-y, là, tu sais, un pas à la fois, t'as encore 3 jours, justement, t'as le temps de reprendre tout ça. Puis là, ce qui s'est passé en dehors de tout ça, c'est comme, ce qu'on tient pas compte, c'est comme, être crew, c'est un affaire, être pacer, c'est un affaire, mais là, je faisais un peu les deux. Vu que genre, sa mère l'avait pas jamais fait, vraiment avant, sa blonde non plus. Fait que là, sa mère, on m'a demandé, OK, on fait quoi pour le prochain ravito? Je suis comme, ben, moi, je vais me préparer pour courir 42 km. Puis vous gérez cette partie-là. Là, finalement, j'étais comme, ben, tu sais, on pourrait y préparer ça, peut-être qu'il vouloir ça, s'assurer qu'il mange bien, tout ça. Puis dans la première nuit, quand j'ai ramassé Robin, je pense que ça a pris 15 minutes, là. Il me dit, hey man, les crampes passent pas. 15 minutes après, il se couche à terre. Je dis, je te lève les pieds, veux-tu que genre, on fasse de quoi? Puis, il s'est couché à terre. 3 minutes après, il dit, hey man, c'est pire, ça passe pas, on va juste continuer à marcher. Je fais comme, alright, on va continuer à marcher. Comme 1 heure après ou 2 heures après,
Robin, il est comme, hey man, ça va pas, je suis fatigué, je m'endors, mais je veux pas dormir parce que c'est la première nuit. Fait que là, je suis comme, ben man, on peut prendre 10 minutes, là, puis au pire, ça passe pas. Il se couche pendant 10 minutes. Après 8 minutes, là, il dit, man, ça marche pas, on y va pareil. Comme tout ce qu'il faisait, ça marchait pas. Mais ce que Robin savait pas à ce moment-là, c'est que, ben, moi, ça faisait 2 semaines, j'avais couru 125 km, puis genre, je récupérais encore. Puis la veille, pour quelconque raison, je suis tombé malade, là. Genre, j'avais un gros rhume, là, puis j'arrêtais pas de me moucher. Puis je voulais pas le dire à Robin, là, j'étais comme, c'est Chris, vont pas le temps de dire que je vais pas bien, là. Fait que moi, j'étais juste à côté de Robin en train de me moucher mal à la tête. Puis là, je continuais à le suivre. Puis j'arrêtais pas, j'étais comme, man, je serais pas capable, là, pendant 3 jours, là. J'ai essayé d'être positif, justement, juste à l'écouter, puis parce qu'il avançait vite, là. Tu sais, il disait que ça allait pas bien, là. Mais j'étais comme, si il avance vite de même tout pendant 3 jours, là, ça se peut qu'il me drop, là. Il a pas le droit. C'est ça, j'étais comme, ça marchera pas. Puis même, tu sais, même dans la première nuit, là, je pense qu'on avait rattrapé la première femme. Puis là, il était comme, ah, il y a du monde devant. On les rattrape, puis on les clenche. Puis là, je suis comme, Robin, genre, c'est la première fille, on s'en fout. Il me dit, on s'en fout, on la dépense, puis on la clenche. J'étais comme, Robin, genre, relax, là, comme, prends ton temps, ça va bien aller. Fait que la première nuit est passée, puis... Ça, c'est la deuxième nuit. C'est la deuxième nuit qu'on a dépassé la fille. Ouais. Mais anyway, la première nuit, ça allait pas bien pour la distance si on était là. Non, c'est ça, ça faisait quoi, 100 km même pas, là, qui était dans la course, puis Robin, tu sais, je m'étais mis des alarmes sur ma montre pour lui dire quand manger, parce qu'il avait complètement perdu la notion de qu'est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut que je mange, fait qu'il me demandait, si-tu le temps? Je suis comme, non, pas de ça de Robin. Puis tu sais, tout ce qui était capable de manger à ce moment-là, c'était, tu sais, c'est même pas de la bouffe, là, c'est des gels, là, qui étaient pas à lui, là. Ouais, c'est ça, on en a pas parlé, mais la bouffe rentrait pas. Fait qu'au premier session, j'ai pris de la bouffe de l'événement. Il était du Never Second, qui est comme un gel qu'on n'a pas au Québec. Puis finalement, j'ai mangé ça toute la course. C'est la seule chose que j'ai mangé pendant les 200 000 loin. Ouais. C'est des gros gels. Je pense que j'ai mangé une coupe de bouchée d'un panini. J'ai mangé une crêpe. Puis sinon, j'ai uniquement mangé des gels pendant toute la course. Ouais. C'était fou, là. Je pense que avant qu'il arrive au ravito, tu sais, juste pour m'assurer pour perdre de temps, je me mettais plein de gel dans ma veste pour lui remettre, là. Puis pour vrai, je pense que je mettais entre chaque ravito, c'était un 25 km, j'avais mis genre 13 gels, là. Ouais. Ça avait pas de... J'en mangeais un peu plus que 2 à l'heure toute la course. Fait que j'en ai mangé 40 grammes par gel. Fait. Ouais, c'était le genre de 80 de ton sport. Ça me faisait un genre de 80 grammes, exact. Fait que ça a roulé puis j'en ai mangé juste ça. Qu'est-ce qui est triste, c'est qu'il y en avait pas tant que ça au ravito. Fait que j'ai littéralement monopolisé ça. Je pense qu'il y en avait genre une trentaine au ravito, puis des fois j'arrivais puis j'étais comme, il disait combien t'en veux? Je disais genre 14. Puis il m'a regardé, oh tabarnak. Fait que tu sais, moi j'étais relativement en avait dans ce temps-là, je sais pas, on était peut-être 10e, mais comme c'est sûr que le 50e, il y en a jamais vu un esthétique là, puis pas eu ce luxe là. Ouais, mais ça me commandait, tu m'avais raconté que t'arrivais à un ravito, tu as dit 14 et comme on en a 12. Ah, donne-moi tout ce que toi. Ouais. On comprend que la stratégie pour gagner des places, c'est aussi de juste prendre la bouffe du reste du monde après. Oui, c'est ça, exact. Est-ce que tu étais conscient, à mesure que la course avançait, de ta position? C'était-tu de quoi qui était important, entre guillemets? C'était pas important. Je savais pas pantoute d'avance, puis tu sais, on va être transparent, là. Le calibre, il est pas tant là. Tu sais, il y avait 3 excellents coureurs, puis le reste du monde, après ça, tu sais, tu sais, là, on va spoil, là, mais j'ai fini 4e, tu sais, je finirais pas 4e, j'ai jamais fini 4e dans d'autres courses, fait que c'est pas super compétitif, c'est pour ça que je m'étais dit pas que les positions, je m'en fous. Tu restes compétitif à la fin, s'il y a du monde, tu veux gagner, mais les positions, je m'en foutais un peu. Je savais pas j'étais où, mais t'as pas le choix parce que le monde te le dise. T'arrives au ravito, puis le monde te le dise. Ouais. En même temps, pour moi, ça changeait rien, fait que j'étais pas... T'es humble sur la qualité du calibre, parce que t'as quand même fait le 8e chrono de l'histoire d'une course qui existe depuis longtemps. Ouais. Parcours un peu différent, je comprends, mais ça reste que pour un gars qui t'as jamais visé la performance, tu sais, je pense pas que c'est de quoi qui te motive. Ouais. T'as quand même eu une performance. Tu sais, c'est une journée qui, au final, une journée, on peut dire ça dans des petits ultras de 100 mètres. Là, on peut pas dire une journée. Ça reste que ça a été une course qui, malgré tout le négatif que tu racontes en ce moment, ça a bien été au final. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu l'as raconté, Gianne, t'avançais quand même vite. Ton pacer avait peur que tu le droppes. Fait que même si ça allait mal, c'est là que l'entraînement paye aussi. C'est que t'es un peu en carence de tout.
mais tu continues d'avancer, puis ça, c'est le mindset qui embarque, là. Oui, puis tu sais, je réalise là qu'on fait un portrait de ça comme si ça allait vraiment mal, mais quand je regardais ça, tu sais, j'étais en avance sur mes temps, tout ça avançait plus vite que je pensais, fait que ça moi je filais pas bien, mais la course allait bien. Ouais. Sur une course comme ça qui prend plusieurs jours, plusieurs nuits, plusieurs heures, et t'as-tu fini par avoir des hallucinations? T'as-tu des moments où la carence de sommeil t'a kické d'en face? Ouais. Je suis fier de moi, j'ai bien géré ça. À lutter, c'est sûr, comme je disais tantôt, j'étais mêlé, puis là, je voulais pas être mêlé. Ouais. Je voulais savoir ce que je faisais. Fait que j'ai réussi à dormir un peu. Après, j'ai skippé la première nuit. J'ai dormi au deuxième coucher de soleil, une demi-heure, je pense. Ça fait du bien. Mais après ça, la deuxième nuit, là, je commençais à être fatigué. Puis je me rappelle, tu sais, la fois que ça a comme kick in, que ça allait pas bien, là, je me rappelle, c'est comme un long sentier droit. Puis fait que tu voyais quand même loin, puis c'est assez large. Puis je vois comme, finalement, parce que là-bas, tu sais, évidemment, il y a des animaux. Puis la première nuit, j'ai croisé un gars avec un gros gun qui allait à la chasse à l'ours. Puis là, tu dis, ben c'est cool, s'il y a des ours, il va les tuer, il va nous... Mais là, ben oui, il est là parce qu'il y a des ours, tu sais, évidemment. Fait que là, pas super cool. Je sais qu'il y a des ours, fait que quand t'entends du bruit dans le bois, t'es un peu plus stressé. Puis là, je vois, au loin, en plein milieu de la trail, un ours. Là, je me dis, oh là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il est en plein milieu de la trail, puis il me regarde? Fait que là, je crie, tu sais, bear! Bear! Move! Hey, bear! Tu sais, juste pour lui faire peur pour qu'il s'en aille. Puis là, je m'approche, tu sais, et je me rappelle, je suis complètement, j'ai l'air câble. Tu sais, j'ai mon bâton en avant comme si j'allais, tu sais, attaquer l'ours, mais pour qu'il se tasse parce qu'il bouge pas. Là, je me rapproche, puis là, pourquoi il bouge pas? Puis là, je suis stressé, qu'est-ce qu'il est peut-être à 10 mètres en avant de moi. Finalement, je me rapproche, tu sais, c'était une roche en plein milieu de la trail, mais la trail était flat, là, t'avais une roche, fait que là, je pensais que c'était un ours. Là, je fais, tu sais. Là, je commence, tu sais, pas une mauvaise décision, mais si j'avais une décision importante à prendre en ce moment, je suis pas sûr que je ferais la bonne, tu sais. Ouais. Fait que là, on passe la roche, calique de cric, marche un petit peu. Puis là, j'entends du bruit en arrière, je me revois, Chris, il y a un ours juste en arrière de moi. Fait que là, tombe ses aguets, Chris, je recule un peu, je suis genre, bear! Évidemment, c'est la même crise de roche qui était en arrière de moi. Tu sais, je l'avais dépassé de genre, tu sais, 20 mètres, là, j'arrête, là, je me dis, oh non, tu sais, là, ça va être... Si je commence à faire ça à toutes les roches, ça va être long, tu sais. Mais en tout cas, mais vu que la trail était roulante, puis il n'y avait pas vraiment de décision à prendre, s'il n'y avait pas plusieurs chemins, tu sais, j'ai juste continué. Mais ça, c'est comme I guess le troisième, après la deuxième nuit, que là, ça commençait à faire dur. Puis après ça, là, j'ai continué, ça a bien été. Jusqu'à temps qu'il y avait comme une longue montée super longue, je pense que c'est 20 km de comme route d'accès qui montait avec 1000 mètres de D+. Fait qu'imaginez juste une longue montée plate, trop à pic pour courir, mais vraiment longue à monter, que dans le fond, pendant la montée, il y avait comme du monde qui faisait des travaux sur le côté. Fait qu'il y avait quelqu'un qui regardait, je suppose, pour pas qu'il y ait un éboulement. Moi, je regarde ça, puis là, je fais, ça fait longtemps, ça fait peut-être 6 heures, j'ai pas vu personne. Puis là, je vois, il y a un gars qui prend genre des mesures sur le côté, je suppose, pour la route. Puis là, je le regarde, puis j'ai dit, hey, what are you guys doing? What are you working on? T'sais? Puis là, le gars, genre, bouge pas, fait ses affaires, que je fais, eh oh! Puis là, je me penche, eh oh! Puis finalement, tu sais, je pensais que c'était un casque de construction, mais c'est juste une feuille jaune. Tu sais, je fais, non, encore là, tu sais, là, je me mets à parler, c'est quelqu'un de l'extérieur qui me voit faire ça, ça a comme pas de bon sens. Je me dis, ok, là, ça marche pas. Je me suis couché à terre 8 minutes. Fait que je me suis accoté, j'ai mis un cadran, 8 minutes couché à terre, paf, de retour, puis après ça, je suis reparti, puis ça a fait du bien. Je pense que j'ai pas dormi. Fait que, je pense que pendant la course, j'ai dormi une fois une demi-heure, avant la deuxième nuit. J'ai essayé de dormir 10 minutes une fois, ça a pas marché, puis j'ai redormi. Fait que c'est peut-être un 45 minutes total, qui est à peu près le minimum acceptable pour rester en vie, là. Là, tu sais, la première journée, tu voulais juste pas dormir. Ouais. Mais je t'avais comme dit, tu sais, prends 10 minutes sur le bord, un dirt nap, là, essayer, mais ça marchait pas, non, là. Ça marche pas. Fait que t'as quand même décidé de continuer toute la journée complète, là, puis à ce moment-là, je me rappelle, tu sais, ils nous avaient fait des pace charts, là, mais pour vrai, comme après la première journée, là, il était tellement en avance, là, qu'on pouvait plus se fier à ça du tout, là. Comme, il défonçait son meilleur temps prévu, là. Fait qu'on arrivait vraiment à l'avance, puis même quand on est, tu sais, le but avec Robin, c'était de le pacer le plus souvent la nuit, pour justement, quand il allait voir des ours, Imaginaire. ouais, ben c'était comme de le ramener, puis justement qu'il soit correct, puis qu'il se perde pas. Ouais. Mais, tu sais, on savait plus à ce moment-là, puis vu que le parcours avait changé, à quand est-ce que j'allais pouvoir le pacer? Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'était comme ça l'inquiétude de qu'il se ramasse tout seul pendant un méchant long bout pendant la nuit, là.
Oui, tu le disais, tu sais, c'est super remote. Ouais. Fait que veux pas, au-delà des ours imaginaires, il y a quand même un risque à pu avoir trop de cerveau, être en carence de sommeil et de nutrition, puis être loin de tout, là. Ouais, Pas de signal. Exactement. Fait que si ça va mal, ouais, t'es quand même pogné. Ben, eux autres, ils ont une balai GPS, fait qu'ils savent t'es où, mais le temps qu'ils C'est ça. catch que t'es plus à bonne Ils ont pas un place, hélicoptère stand-by qui s'en vient de chercher tout. Non, exactement. C'est pas les chic-chocs, là. Non, c'est pas les chic-chocs. Puis c'est aux États-Unis, fait que tu préfères pas utiliser leur système leur système de sauvetage. Je prends une mini pause. Étienne, si vous voulez ouvrir le café pour vrai, ça me dérange. Tu sais, le côté son, on va être all good, là. Oh ouais, tu sais, même si à la fin, il y a une machine à café qui marche, l'histoire va supplanter la machine à café. Soyez bien à l'aise, hein. Je sais pas, on défonce un peu, mais pendant que je prends la mini pause, je vais te poser une question, puis après ça, c'est pas que je m'ennuie, c'est juste que je vais remettre du parc quand même. Ah, ben oui. Je vais quand même t'écouter en même temps. Là, on parle un peu dans le désordre de ces nuits-là, de ces moments difficiles-là. Ouais. Avant qu'on arrive sur la fin, cette traversée de ligne d'arrivée, y a-t-il une anecdote qui te vient en tête, quelque chose que tu dis, je voulais le raconter sur la course, puis je peux pas. Je vois Viviane, je pense que Viviane, je vais te passer la POC pendant que je mets de l'argent dans mon parc-mètre. Tu veux parler de quoi, hein? Tu veux parler de la fin, ou? Ben, c'est sûr que t'allais en parler, là, mais c'est comme vers la fin qu'on était sur la route, là. Ah ouais. Ça avait pas de cristal d'allure. Il faisait tellement chaud, là. Ouais, ça, on l'a pas dit, mais dernière journée, il faisait 37 degrés. Ouais. Étouffant, là. Mais c'est sec au moins, là, mais ça a pas moi, je parlais, au Québec, courir sec à 37 degrés, ça arrive comme pas, là. Ouais. Ben, on va faire l'histoire ensemble, tu vois. Ouais. Parce que, à la fin, ça finit, cette course-là, sur un 21 km sur route. Fait que tu finis, tu fais un downhill, puis je pense, sur genre de la gravelle, 3 kilos, puis après ça, t'as 18 km jusqu'à la ligne d'arrivée sur la route. Puis là, moi, je le savais, le 4e, je l'avais dépassé dans la section d'avant. Puis quand j'arrive au aid station, moi, je savais qu'il était pas loin en arrière. Là, je me dis, je veux que son crew se dise, il y a aucune fucking chance qu'on le rattrape, on essaye même pas. Fait que là, moi, j'entends le ravito au loin, je kick comme un gars qui a 300 kilos d'impact, fait que j'ai l'air de faire n'importe quoi. En tout cas, j'essaie d'aller vite, j'arrive au ravito, puis là, je vois, Juliane, il est là, mes souliers de route sont assis, puis comme, tu sais, un kit de professionnel, de crew, tout est prêt, puis là, moi, mon cerveau, tout de suite, je comprends, eux autres, ils ont accès au GPS, qui voient les autres sont où. Puis là, ils ont tout préparé ça de même, ça doit vouloir dire que le gars, il est dans mon cul, puis il est en train de me rattraper. Fait que là, les autres sont en mode F1, il faut que ça roule. Là, je fais, OK, let's go. J'arrive, je m'assois, ils mettent de la glace dans mes manches, dans mon sac, puis je mange, ils mettent des gels, mets les souliers de route. Puis là, moi puis Juliane, on part comme des fusées, mais comme, tu sais, on a des bouts, on roulait à, tu sais, genre 4,30 du kilo en descendant, là, à la fin, tu sais, juste, Ouais, on se lève, puis on part, tu sais, aussi vite qu'on peut. Le seul but, c'est que le crew en arrière, c'est des genre, OK, fine, vas-y, Steve, nous autres, on va prendre notre temps. Là, tu sais, il y a tellement d'heures entre les 10 premiers que lui doit dire, c'est sûr, je le rattrape pas. Tant qu'ailleurs, on va prendre notre temps, faire un bon reset au pays, dormira, whatever. Puis moi, mon but, c'était qu'il essaye pas de suivre. Puis moi, puis Jeanne, on part en malade, mais moi, j'ai comme pas mis la switch à off. J'ai décidé que c'était un demi-marathon sur route, le plus rapide possible, mais c'était de la pure torture. Je sais pas si je l'ai dit plusieurs fois à Juliane, là, mais comme, sa route à 37, soleil, sa tête, là. Puis moi, je sais pas pourquoi, là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me fouettait en arrière, là, mais j'ai comme absolument tout donné, là. Parce que je pensais que le gars, il allait me rattraper, j'étais sûr qu'il allait me rattraper. Je traînais mon fouet, faut dire. Ah, c'est ça. Mais là, je courais, puis là, je me rappelle à un moment donné, je dis à Juliane, Juliane, je serais pas capable de toffer ça. Parce que là, je regarde, il restait peut-être 11 kilos. Puis là, on roulait, ben, quand même vite, là, tu sais, on allait peut-être à 5,30 du kilo, qui est pas, c'est pour moi, qui est un pace normal quand je cours, c'est genre, je commute à ça, mais là, pour finir la course, moi, je filais comme si j'allais à 3 du kilo, là, tu sais. J'étais avec Kipchoge, puis on finissait le marathon de Boston, là. Puis, fait que là, Julien, il me dit, c'est toi qui décides d'aller à du test, c'est pas genre, tu sais, c'est pas comme, Mais à ce moment-là, toi qui me disais, genre, t'étais comme, hey man, pour vrai, c'est impossible que je tienne ça pendant 2 heures. J'étais comme, ben, Robin, en cette pace-là, là, ça va pas une crise moins longtemps que 2 heures, là. Là, moi, je vois mon eau, puis là, je vois au loin, il avait mis, vu que c'est long, il avait mis comme une table avec des genres de, c'est des genres de 5 gallons, des genres de, des cruches d'eau, pour que le monde puisse le prendre. Là, je me dis, moi, je sais pas pourquoi je voyais ça comme un, tu sais, des cartoons, un oasis au bout, là, pis là, tu vas pouvoir aller te rafraîchir là-dedans. Là. Mais ça tombe que si tu mets ça au soleil toute la journée, là, il était peut-être 2 heures l'après-midi, tu sais, l'eau, elle devait être à genre 38 degrés, là. Tu sais, l'eau était chaude, fait que ça aidait pas pantoute. On continue, puis là, on sort du bois un peu. Bon, ça, parce que c'est une route, un peu dans la forêt. Puis on sort du bois, puis on voit, il y a des maisons. Puis là, il y a une maison avec une piscine. Tu
c'est un peu, tu sais, c'est un peu village, tu sais, c'est là-bas, ça ressemble un peu à, tu sais, qu'est-ce que tu croisais dans un village dans Gaspésie quand tu traverses à pas loin de Murdoch, tu sais, c'est comme des petites maisons mobiles avec, tu sais, une piscine gonflable à côté. Puis là, il y a 2 enfants qui sont là. Puis là, ils jouent dehors, je sais pas trop, des enfants peut-être 5-8 ans. Là, moi, j'ai la piscine, là, je me dis, Chris, Juliane, il faut que j'aille dans la piscine. Fait que là, on s'approche, là, moi, je suis gêné un peu. Là, je leur dis, hey guys, do you mind if I just take a dip in your pool? Là, la petite fille de 8 ans s'en va, elle me regarde, pis elle me dit, okay, but it's full of piss. Ouais, l'autre, elle dit genre, yeah, we just pee in there. Sa piscine est pleine de pisse. Là, moi, je suis là debout, pis là, je regarde Juliane, je regarde la piscine, je regarde Juliane, là, je suis comme, si je l'ai fait-tu pareil, tu sais, je me dis, finalement, on a opt-out, on n'a pas été dans la piscine, pis là, je voyais, il y avait une hausse, là, genre, devant, là, peux-tu prendre votre hausse? Pis là, tu sais, les enfants, ils comprennent rien. Pourquoi le monsieur bizarre, il veut ma hausse d'eau? Là, finalement, ça a pas marché, mais qu'on a continué. Mais on a continué, pis tu sais, le monde, il a arrosé leur gazon, des trucs de même. Pis j'ai dit à Robin, hey, pour vrai, va, je te colle ici la face devant l'arrosoir. Il dit, non, genre, si ça donne, on va se faire tirer. Mais tu sais, le monde arrosait leur gazon, mais moi, ça me tente, fallait genre passer dans une clôture pis aller dans la coupe, là, je me dis, imagine, tu sais, le monsieur en banlieue qui sort avec j'imaginais la pire Washington. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça, Washington, c'est fou parce que c'est ça, t'as les 2 extrêmes, t'as comme, tu sais, le monde extrêmement nature, super malade, grano, pis t'as comme les autres, tu sais, qui vont à la chasse, c'est ça exactement, tu sais, qui sont défendre leur amendement avec leur shotgun dans la cour, tout, fait que tu sais jamais à quoi y aller, mais si c'était à refaire, j'irais parce que il y avait une chance non nulle que je me claque un coup de chaleur là, puis c'est drôle parce que là, depuis, ben là, il y a Victor Larocque, que si vous connaissez pas l'histoire, qui faisait une course pis c'est arrivé direct ça, tu sais, comme 5 kilos de larvée, méga coup de chaleur, assis à terre, puis capable de continuer. Ça aurait pu arriver, genre de quoi de même, finalement, tu sais, on a été good, mais ouais. Je tiens à dire que le dénominateur commun entre toi qui manque, qui passe pas, je vais faire un coup de chaleur à 2 kilos de l'arrivée, puis Victor qui a fait un coup de chaleur à 2 km de l'arrivée, c'est lui le dénominateur commun. Fait que c'est peut-être juste, t'attires ça, Juliane. Il y a comme un aura sud-américain de protection de la chaleur. Exact. Ouais, mais non, je blague, mais... C'est clairement l'anecdote, là, comme genre, qu'on se rappelle, là, parce qu'à chaque fois qu'on se dit, Robin, il me dit à chaque fois, hey, pour vrai, man, j'aurais juste tellement dû tremper ma tête dans la piste pareil, là, ça aurait été moins pire que courir à chaleur, là. Ouais, c'était l'enfer. Ça aurait été au dépanneur à 2 km de l'arrivée, il y avait un dep, me suis acheté un Gatorade. Moi, j'étais sûr que le gars en arrière, il venait me chercher. Fait que là, le commis ben relax, puis là, il fait ses affaires, puis là, il finissait une petite facture avant de scanner mon Gatorade. Moi, je suis là, sec comme un raisin sec, à attendre, genre, donne-moi mon esti de Powerade, pour l'amour de Dieu, tu sais. Là, Julien, il était posté à l'extérieur comme un doorman, il regardait, tu sais, si le gars, il tournait pas le coin pour venir me chercher. Little did we know, le gars était genre 2 heures en arrière, il restait genre 1 heure au ravito, il est même pas parti. Ah non, c'était fou, je disais, Robin, il pourrait être chill, genre, comme, il est loin, là, t'as du temps, il dit, non, il est derrière, là, il est pas loin. Tu sais, j'avais vraiment l'air d'un chien de garde au dépanneur, là, quand on regardait Robin, la rue, j'étais comme, Chris. C'est vrai que le pacer était pas au top non plus de sa forme rendu là après 3 jours. Eh non, mais tu sais, c'est ça que genre, mettons, j'en parlais pas à Robin parce que il fallait qu'il se concentre. Mais tu sais, moi j'ai couru toute la nuit avec lui, puis après ça le lendemain, ben tu sais, fallait que je refasse la route avec sa mère et sa blonde pour trouver un camping je prenne une douche parce qu'il me le disait que je puais là. Robin ou sa mère qui disait que tu puais? Ben la joke du voyage avec sa mère et sa blonde, c'est que moi je faisais juste manger, dormir puis puer. Parce que genre, tu sais, eux en tant que tels, ils m'ont pas vu courir, là. Non, c'est ça, je partais, genre, il était comme, bon, mais Chris, tu nous aides-tu à monter la tente puis à cuisiner, genre? Ouais, c'est ingrat, là, le pacer, là. Ouais, fait que là, tu sais, j'étais quand même fatigué, faut dire, là, puis genre, j'étais malade puis j'avais pas encore récupéré. Puis à ce moment-là, j'étais comme, ce que Robin, il veut, je vais le faire, là. Je vais faire n'importe quoi, je vais garder la porte, je vais tremper dans la piste s'il faut, là. Ouais. Fait qu'au final, t'as traversé la ligne d'arrivée après 53 heures, je pense. 53h27 de course. Ça a été quoi l'émotion quand t'as vu cette ligne d'arrivée-là au bout de 18 km d'asphalte? Pour être honnête, là, j'espère que le monde se dise que je suis quelqu'un de positif en général parce que la fin, c'est de la merde. J'étais tanné, là. J'avais l'impression que je m'étais fait... Les derniers 20 kilos, j'avais l'impression de m'être fait torturer pendant ces 20 kilos-là. C'était la pire expérience. Quand j'ai arrivé au finish line, j'étais fini, puis comme
juste avant ça, j'étais correct, là. C'est juste ça qui m'a éclaté. Fait que quand j'ai fini, là, c'était comme libération, là. C'était pas félicitations, là. C'était comme, je viens de tu sais, j'ai comme été prisonnier de guerre pendant ce temps-là, puis là, je suis libéré. Tu sais, c'était même comme un bizarre de mix d'émotions. Puis je le dis à Juliane, je suis triste parce que là, j'aimerais ça arriver puis comme être extase, joyeux, puis là, c'était plus comme quasiment, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Mes émotions étaient tout croche, j'étais plus là. J'étais content, mais en tout cas, c'était... Parce que tu m'avais dit, juste avant qu'on traverse la ligne d'arrivée, là, tu me dis, hey man, j'ai l'impression qu'on vient de nous libérer de Auschwitz. En plus, je devais avoir l'air de ça. Je pensais pas que ça allait se dire sur un podcast, hein. Là, t'as un petit peu de recul. T'es plus autant dans la souffrance et les émotions et la carence de sommeil. Ouais. Quand tu regardes cette course-là, quand tu regardes ce que t'as vécu là-bas avec Juliane, avec ta famille, c'est quoi les émotions? Je suis vraiment fier d'avoir été capable de pousser. Parce que puis j'ai cru en salle, là. Je suis vraiment fier de qu'est-ce qui s'est passé, comment qu'on a géré, puis c'est du problem solving. Plus ça devient long, plus c'est du problem solving. Tu sais, on n'a pas rentré dans les détails, mais plein de petits problèmes, il faut que tu trouves une solution, sinon la course marchera pas. Puis on a réussi à le faire. Extrêmement fier de comme amener Juliane là-bas. Ma blonde, ma mère, c'est pas du monde de course. Puis ils ont super bien fait ça a bien été. L'entraînement, fait que tout, tu sais, je suis vraiment fier de qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si 200 000, ça devient ma distance. Ça reste que c'est long en salle. Mm-hmm. Assez long que tu deviens juste, tu sais, tanné de courir, là. C'est la dernière journée, j'avais hâte que ça finisse. Ça devient juste monotone, là. J'allais dire, nous aussi, on avait hâte que ça c'est finisse. ça. Mais tu sais, c'est la première fois que j'augmente de distance. Je me dis pas, genre, OK, ça, c'est ma nouvelle affaire, là. Okay. Quand j'ai fait mon 100 000, j'étais genre, OK, ça, c'est ça que j'aime le plus, là. Ouais. 200 000, je suis pas encore certain. Puis c'est comme difficile parce que vu qu'il y a moins de compétition, tu te sens cool, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes que ça fait ça, qui se récupèrent un peu là-dedans, puis ils peuvent avoir un spotlight là-dedans en ayant des bonnes positions parce que justement c'est moins compétitif, tu sais. Il y a aucune chance que je fasse une 4e position dans quelconque haute distance ailleurs, puis je veux pas commencer à prendre des décisions sur parce que je me sentais cool d'avoir fait une 4e place, puis c'est à mentionner que j'ai fini genre fucking 5 heures après le 3e, là, fait que il y a pas eu de sprint finish pour le podium, là, tu sais, j'étais pas proche du 3e, j'étais je pense 7 heures en arrière du premier. Fait que tu sais, c'est pas incroyable, mais c'est ça. Que pour des longues aventures de même, je suis fier de ce qui s'est passé, mais j'ai pas l'impression que... Je pense que si je veux partir encore 50 heures, je vais peut-être faire plus du fast packing. C'est d'autres aventures longues qui peuvent avoir un peu les mêmes émotions, les mêmes aventures sans être obligé de le faire. Parce que ça aussi, moi, je vais en parler, on dirait le monde en parle pas. Ça coûte fucking cher des 200 000. Le billet, tu sais, le dossard coûte genre 2000 piastres, là. Le monde en parle pas. J'ai fini 4e, des personnes qui sont capables de se payer un dossard à 2000 $, là. Ah ouais. Tu sais, il y a bien du monde qui peuvent pas se le permettre, peuvent pas le faire. Fait que ça risque que c'est vraiment, tu sais, je suis extrêmement privilégié de pouvoir faire ça. Mon employeur m'a aidé là-dedans, j'ai une bonne job, tu sais, je peux me le payer, fait que c'est le fun, mais ça reste que c'est des distances qui sont pas accessibles pour tout le monde aussi, là. Ouais. Non, c'est intéressant ce que tu mets en perspective parce que c'est pas juste le dossard lui-même, c'est de s'y rendre, c'est moi, je pense que ça. Je pense que j'ai calculé à peu près 4000 $, tu sais, avec billet d'avion, auto de location, hôtel avant, ben, c'est ça. la bouffe, tout, ouais. Fait que c'est... Ah ouais. Mais il faut quand même dire qu'avec le nombre de gels que t'as mangé, t'as rentabilisé ça, mon gars, là, c'est ça. La course cette année, Candice est là, pis elle est là, l'an prochain, là, si ce gars-là serait inscrit, il faut comme doubler la commandite de Never Second, donc ça amenez à des gels, là. Hey, j'ai mangé pour genre 800 piastres de Never C'est Second. malade. Ça a pas de sens. Je vais quand même finir sur une note brag pour toi. Oui, tu dis, bon, 4e dans un field de gens qui peuvent se permettre la course, t'as pas un gros field compétitif. Il y avait quand même David Goggins qui est une putain de légende de l'endurance, qui est devenu un peu un personnage, mais ça reste que ce gars-là, c'est un Navy SEAL qui a fait des courses d'endurance, qui a fait Badwater dans les années 2000, puis Eric Martel-Baweli, quand il était venu sur le podcast, avait dit à quel point c'était son inspiration à lui. Tu sais, c'est un gars qui, pour le meilleur et pour le pire, il a inspiré crissement beaucoup de monde. Ouais. C'est une petite bête d'endurance, puis t'as fini comme 6 heures avant de lui. Et je pense que ça, c'est le plus gros accomplissement. Avant le nombre d'heures, finir devant cette légende-là. Ouais, je tiens à te le mentionner. Tu peux écrire des livres et être un Navy SEAL aussi maintenant, là. Ouais, vous allez lire mon livre. On a hâte au livre. En fait, je pense que littéralement, on aurait crissement hâte au livre parce que ce que vous venez d'entendre pendant 1h15, imaginez ça dans un livre de trail avec des phrases comme pas le droit de chialer, calice. Il y a de quoi de part en tout cas. Il faudrait qu'il y ait un livre qui se fasse sur les Q, avec juste les meilleures citations. Ouais. Mais ça, c'est le fou. Moi, je suis content qu'il était là parce que le monde, ça permet de faire le pont. Il y a plein de monde qui ont aucune idée c'est quoi l'ultra, mais qui savent c'est qui lui. Tu sais, j'ai du monde à la job, ils disent, hey,
mon fils m'a dit que David Goggins avait fait une course, puis je suis genre, ben oui, c'est la même course que moi, puis là, ils sont genre, puis je l'ai battu, il check, tu sais, moi, j'en parle pas, Ah non. mais on les check, le tabarnak, Ah ouais. Ah, c'est... ça reste que c'est pas, tu sais, il était pas connu pour ses grandes prouesses de course non plus, mais c'est fucking malade. Ah non, c'est ça. Le monde, tu peux faire le pont entre les deux, c'est cool. Je pensais pas le battre de base, je pensais qu'il allait, je pensais que lui, il allait être plus vite que ça, pour être honnête, là, mais en tout cas. Moi, j'ai une question pour toi. Oh, on a une question d'Étienne du faux mouvement. Est-ce qu'un peu comme Jay, avant la course, tu savais pas c'était qui David Goggins sur la ligne de départ? Non, je peux pas mentir, j'avais lu un de ses livres déjà, fait que j'aime pas son mindset de base, là. Lui, il prône beaucoup de poussées. Ouais. Moi, je suis un peu plus modéré dans mes affaires, mais je savais c'était qui. Quand j'ai vu qu'il était inscrit, tu peux comme pas... C'est dans le monde ultra, surtout aux États-Unis, là, tout le monde savait c'était qui, là. Tu sais, quand il est venu chercher son dossard, il fallait qu'il y ait un capuchon puis des lunettes de soleil parce que sinon, tu sais, le monde va juste vouloir prendre des photos, là. Fait que, oui, je savais c'était qui, mais j'avais aucune idée qu'est-ce qu'il était capable de faire. Ça tombe que, tu sais, là, on rit que je l'ai battu pis tout, cette petite légende, il l'a fini. Il a genre eu 18 opérations aux genoux, là. Ses genoux sont tous décrissés pis désolé, David, si t'écoutes le podcast, là, mais il court mal en salle, là. Ça a pas de bon sens. Tu sais, il s'est fait refaire tous les genoux, là, mais tu sais, le premier kilomètre, il ressemble à quelqu'un qui finit la course, là. Ça a pas de bon sens qu'il soit capable de finir. Il est tough, mais il court, ça a pas de sens qu'il y a un mec qui court mal parce qu'il s'est fait refaire les genoux. Ah ouais. Mais, fait que, oui, je savais c'était qui. Puis j'étais là quand il est arrivé à la fin. Puis il m'a dit, "You're a hard motherfucker, man." Ça, c'est mon imitation de David Goggins. C'est Fait que ça, c'est un brag. Ouais, c'est un extrait de brag. Je pense qu'il mérite une main d'applaudissement. On va rapper ça parce que là, il y a les clients qui se poussent aux portes du faux mouvement puis on les empêche de rentrer. Mais là, c'est une bonne idée. On prend une question du public. Hélène vient la poser au micro. Puis après ça, on va faire les questions avec l'arnaque version cute. Parce que là, on a un événement cute. On s'excuse à ceux et celles qui ont aucune idée c'est quoi les cute. Écoutez les questions puis vous aurez le goût de venir courir avec nous autres. C'est tout, tu m'as même parlé. Pour n'importe qui fait un peu plus de longue distance et ou qui prépare de quoi, qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile pendant l'événement, mettons, en gérer ta nutrition, gérer la distance avec les douleurs, etc., ou ta gestion de ta personne en tant que telle. Tu sais, mettons tes petites douleurs par-ci, par-là, faire attention à toi en tant que telle. Tu sais, qu'est-ce que t'as trouvé que c'était le plus dur à entraîner comme en amont, puis que t'as eu de la misère à t'ajuster dans le fond? Ouais. J'ai une affaire qui est tough à gérer du fait que c'est une distance que t'as pas faite, que ce soit que tu passes d'un 50 à un 100K, c'est qu'il y a des problèmes qui vont se relever que t'auras pas vu en training, puis qu'il faut que tu résous. Puis souvent, c'est pas facile de savoir si ça vaut la peine de prendre le temps de résoudre. Disons comme, moi, je lavais mes pieds. Ça valait-tu la peine? Je sais pas si ça m'a sauvé ma course, les faire ou pas. Fait que ça, là, tu me diras si je réponds pas à ta question, mais... Ça va bien. Okay. C'est bon. C'est bon. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui vaut la peine de régler puis pas. Le problem solving, tu vas arriver à la course puis il va y avoir des problèmes que t'as pas vécu d'avant. Fait que je dirais que ça s'entraîne pas, ben ça vient avec l'expérience de savoir s'il y a quelque chose qui va mal, qu'est-ce que ça vient. Puis là, j'ai l'air fou parce que j'ai vomi les premiers 60 kilos de la course, mais on a réussi à passer à travers en comme, c'est d'être capable de se dire quand ça va mal, step back, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, puis là, t'essayes des trucs, peut-être ça marche pas. Fait que je dirais que ça, c'est une difficulté de savoir que justement, en entraînement, tu le sais pas quand t'as mal à l'orteil au kilo 200. Est-ce que c'est parce que tu te l'es cogné trop souvent ou c'est tes souliers qui sont trop tight ou ben t'es juste en train de te blesser. Puis là, faut que tu penses à comment résoudre ça. Fait que c'est un skill que tu peux pas vraiment pratiquer, qui est tough à faire. Ben, c'est un skill. Tu peux pas avoir la solution, mais tu peux pratiquer le skill juste avec de l'expérience. Puis ça, je pense que le monde dit souvent, prends ton temps avant d'augmenter les distances. Je pense pas que c'est nécessairement que ton corps, parce que quelqu'un qui s'entraîne constamment peut aller faire des grosses distances assez rapidement en peu d'années. Mais quelqu'un qui fait ça, puis arrive à un 200 000, mais ça y est jamais arrivé d'avoir certains problèmes, il sera pas capable de régler les problèmes, ça va juste faire boule de neige, il va rater. Puis dans mon cas, c'était plus le corps. Fait que tu sais, quand tu commences à avoir une irritation à quelque part, comment tu fais? Tu sais, des fois du lube c'est la solution, d'autres fois si tu mettre du lube sur tes pieds, s'il y a du sel, s'il y a du sable, note de oui, ça fait de la pâte à braser. Si t'es mal à une orteil, il a fallu j'ai lancé mes lacets, je pense de 4 façons différentes. Parce que mon orteil avait trop de pression dessus, enlever des boucles, changer des affaires, changer des bas, taper, pas taper. Ça, c'est plein un gros coffre à outils qui est comme long à remplir. Mais un coup que tu l'as, c'est le fun. Tu sais, à un moment donné, j'avais mal à l'orteil, puis là, je me disais, ça continue de même, je serais pas capable de finir. Puis finalement, j'ai trouvé une solution, puis après ça, je me disais,
fuck yeah, Robin, tu sais, t'as trouvé la solution au problème, good job. Tu sais, puis là, c'est juste de quoi que je me dis, si j'avais pas d'expérience, ça marcherait pas, puis c'est un peu ça qui est le fun. Finalement, tu finis par te construire un propre outil. Félicitations. Merci beaucoup, Len. Merci pour la question. T'as le record toujours aujourd'hui t'as le FKT des questions avec l'arnaque. Fait que là, on n'ira pas en vitesse. T'as ton 10 secondes pour 10 questions. Fait que c'est même pas de la vitesse, c'est juste pour le fun. J'ai scrappé ton jeu, hein, t'as restarté le timer. J'étais comme le deuxième. T'es le premier, après qu'on ait restarté le timer, t'as fait 10 secondes, t'as mis la barre là, puis après ça, les gens, je dis pas pour rien qu'il y a des statues qui s'élèvent avec toi, là. T'es-tu prêt? Ben oui. Regarde pas, là. Quel cute court le plus? En temps, en volume? C'est comme tu veux. Les poulains, facile. Quel cute a l'entraînement le plus structuré? Ilsa Morin. Quel cute a l'entraînement le plus aléatoire? Philippe Poulain. Ça là est facile, toi il a gagné une racine pourrie, mais quel cute a les splits les plus réguliers? Ouais, on a Simon Boudreau, qui est un marathonien qui a pas de sacrifice de bon sens. Ses splits sont coupés au laser, là. Ouais. Quel cute se perd le plus dans le bois? Avec qui c'est sûr qu'on se perd? Dans le bois, Christian Massé. C'est ouais. Avec quel cute as-tu partagé le plus de kilomètres en 2025? Ouh! Bonne question. Dan, j'ai quand même fait une coupe de... Ouais, Daniel Boisvert. Ton père spirituel? Ouais, mon père spirituel. Daniel qui a nommé son fils après moi, après avoir écouté le premier podcast. Fait que c'est maintenant le père à Robin, donc mon père. Voilà. En fait, Dan, avant la course, il avait dit que si je finissais top 3, il allait appeler son fils Robin. Robin Mayotte, c'est ça. Puis il fini 4e. Mais là, au début de la course, il y a comme un bout que si tu regardes le leaderboard, c'est comme pas toujours à jour. Puis il y a comme un bout que j'étais premier parce que le premier s'était perdu. Puis là, il devait commencer à avoir des sueurs froides. Finalement, j'ai pris 4e, fait qu'il a juste appelé Robin. Mais là, je niaise, ça aurait été malade à cause de Robin Mayotte. C'est quoi son nom? Robin Mayotte, c'est son prénom? Ouais, c'est ça. Avec quel cute voudrais-tu partager le plus de kilomètres en 2026? Toi, Yannick. Ah, parfait, on fait ça. Quel cute prendrais-tu comme pacer pour le restant de tes jours? Pacer. Mais là, Julien, il a fait une sacrifice bonne job. C'est mon seul pacer que j'ai eu à date, fait que je change pas une recette. La barre est haute. Ouais. Comme toi, qui est n'importe qui. Quel cute prendrais-tu comme chef de crew? Chef de crew? Mathieu Fortin, l'homme le plus sharp de l'univers. Et là, la dernière question. Avec quel cute partirais-tu pour 1 mois de fast-pack en Corée du Nord? Encore là, ça prend des skills de fast-pack, mais ça prend aussi des skills de genre autodéfense. C'est quoi, faut s'enfuir de la Corée du Nord? 1 mois de fast-pack en Corée du Nord, arrange-toi que ça. Jeff, problem solver par excellence. Jeff, voilà. François Cochon. C'est une date, on veut ça. On veut un film de ça, en fait. Merci beaucoup, Robin. Je pense que c'était une part 2 qui était attendue. C'est une part 2 qui était vraiment intéressante. Let's go. Merci de t'être prêté au jeu, de revenir aussi vite au podcast, de venir dire des niaiseries. Ça met la barre haute pour les prochains invités. Je suis désolé. Ben oui, puis je lance la porte. Si quelqu'un veut organiser un 200 000 au Québec, écrivez-moi, moi ça me tente, je suis down. J'ai pas ce qu'il faut pour le faire moi-même, mais si quelqu'un veut le faire, je vais vous aider. Puis il y aura un premier inscription, écrivez-moi aussi, ça me fait absolument plaisir. Ouais, puis on a des craqués de 200 mètres au Québec, on en a beaucoup, Francis Picard, Eric McGee, il y en a une gang, tu le disais tantôt, Sandra Lalancette, qui a gagné le Triple Crown cette année même pas le Triple Crown, ils appellent ça une Grand Slam quand tu fais aussi Arizona Monster 300, je pense. Fait que bref, on a beaucoup de craqués. On a des légendes au Québec. Ouais, on a quasiment beaucoup de légendes. Merci beaucoup, Robin. Je termine en remerciant mes partenaires, comme d'habitude. Ben, merci au Faux Mouvement qui nous a accueillis ici. Merci. Il y a du monde qui essayait de rentrer pendant que je parlais. Il est bloqué à la porte. Non, podcast en cours. Moi, je suis là, non, laisse-les rentrer. Non. Merci au Cute d'être là ce matin. J'ai l'impression qu'il y a quasiment plus de monde ici qui sont passés au podcast comme invités qu'il y a du monde qui l'ont pas encore passé. Fait que c'est comme une liste j'ai reçu la sœur d'Hélène. Il en reste, ceux que je vois ici, on va vous recevoir bientôt. Tantôt, Jay, je tiens à le répéter, Jay Saint-Amand m'a serré la main en disant qu'elle allait venir au podcast. Fait que c'est, mais je le dis ici aussi, fait comme ça, il est pogné que ça. C'est peut-être moi qui est pogné que ça parce que ça va brasser, ça va y aller au toast. Je rappelle, ceux qui l'écoutent l'épisode en ce moment, dans les premiers jours de diffusion, ce dimanche 7 décembre, 19h30, party de Noël virtuel de Pas sorti du bois. T'es en Facebook Live avec Nico Dan dans mon sous-sol. T'as pas
invité dans mon sous-sol, je vais t'inviter à venir vous joindre à nous pour le party de Noël virtuel. C'est la 4e édition. Et là, cette année, tous les concours qu'on faisait tirer pendant cet épisode-là se font avant. Comme ça, on aura plus de place pour inviter du monde qui ont des histoires pas d'allure. Mais allez voir ça, Médias sociaux de Pas sortis du bois. On fait tirer plein de belles affaires. Malade. Puis c'est un rendez-vous le 7 décembre, 19h30 pour ceux qui écoutent ça dans les premiers jours de sortie. Merci à David Hébert pour le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci à NAC, qui est le partenaire principal du podcast. Merci à Café Charlevoix. On a du Café Charlevoix ici. Qui en veut? Étienne, t'en mérites un, là. Tu nous as accueillis. T'es venu à 6h30 ce matin. Ouvrir le café. Le deuxième. On fera un concours après, un concours de push-up. Fait que merci à Café Charlevoix. Merci à Mox Mocktail. Merci à Noctem. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour le party de Noël virtuel de Pas sortis du bois. C'est un rendez-vous le 7 décembre. Merci Robin. Fuck Ciao! yeah. Quand veut.